Bonsoir. Son histoire a été jalonnée d'une période post-coloniale qui a participé à faire d'elle ce qu'elle est devenue, mais c'est la date mémorable du 7 août 1960 qui lui confère son existence et la fait entrer dans le concert des nations. Ce 7 août 1960 comme un moment de consécration d'un combat qu'il a débuté depuis les années 40, Félix Houphouët-Boigny se tenait à la tribune de l'Assemblée et prononçait cette phrase historique. Nous regardons donc tout de suite le discours de la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Qu'à cela ne tienne, la vidéo oui. n'est pas là, on va quand même vous dérouler cette émission, Connie. Nous sommes aujourd'hui le 7 août 2020, 60 ans plus tard, Live TV vous fait vivre ce soir tous ces moments qui ont fait ce pays nôtre. Oui, votre. Oui, André. Une émission spéciale qui va dérouler pour vous 4 tableaux qui racontent notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Écoute, Connie, un tableau qui va parler de la culture ivoirienne d'aujourd'hui. Un tableau qui évoquera le sport, vous le savez, domaine fédérateur par excellence. Un autre tableau qui revisitera notre histoire socio-politique. Et pour commencer, un tableau qu'elle adore sans doute, c'est le tableau avant, Connie. C'est mon tableau de prédilection, tableau que nous allons regarder dans quelques instants seulement. Parce qu'elle y tenait, Connie, quand même. La vidéo est bonne, c'est ce que j'entends. Et tout de suite, voici la déclaration, pour ne pas dire la proclamation de l'indépendance de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et voilà, on le disait aujourd'hui, nous sommes le 7 août 2020, voilà, 60 ans plus tard. Et premier tableau avant, c'est tout de suite. Ce premier tableau donc pour évoquer la construction de notre identité culturelle, de notre identité musicale en compagnie d'un artiste musicien qui porte en lui une large part de ces rythmes qui au fond nous définissent réellement. Monsieur Diabostek, quel honneur. À ses côtés, un autre témoin professionnel des médias qui a permis de faire connaître aujourd'hui la musique ivoirienne, c'est mon papa Géry. On allait dire Monsieur John Jay. Monsieur Jay Parr. Bonsoir messieurs. Ben, heureux de me retrouver à côté d'un dinosaure. Ouais. C'est une bibliothèque vivante quand on parle de musique. Et puis être sur ce plateau, hein, n'est-ce pas, nous allons parler sans filtre de ce qu'a été notre musique il y a quelques années. John Jay, vous avez parlé tout de suite, vous êtes à côté d'une bibliothèque, c'est Diabostek, c'est un historien de la musique, professeur de musique, qui a une grande histoire avec la musique ivoirienne. On sait qu'il a joué avec Ernesto Djedje, on sait qu'il a été aussi avec la télévision nationale, dans l'orchestre de la télévision nationale. Et aujourd'hui, Connie, on va parler de musique ivoirienne, mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé avant c'est vrai. fasse cette proclamation? On aimerait bien connaître... savoir s'il y avait déjà une identité musicale ivoirienne avant les indépendances. Est-ce qu'on pouvait parler de musique ivoirienne avant 1960 ? Non. L'air que vous avez donné tout à l'heure avant de commencer, c'est Joseph Kabassele Chamala, qu'on appelait Grand Calais ou Jeff, qui a créé l'orchestre African Jazz, qui a regroupé Taboulé Hiroshiro, Bationdi Kassanda du Dr Nico, et tout. Cette musique ivoirienne n'existait pas. Cette musique, il faut faire la différence entre cette musique faite par des Ivoiriens et la musique ivoirienne en elle-même. Donc au départ, c'était Naounou Yowe dit Amédée Pierre, Mohamedou Bachirou Doumbia, dit Mamadou Doumbia, Mbakou Ludovic, Assovier Debo Bernard, le Yapi Jazz, Assoadou Benjamin et tout, qui avaient des influences. Rapidement de vous arrêter. Et ceux-là, ils faisaient leur musique avant l'indépendance ou juste après? Ils ont pris leur éclosion juste après ou avant? À partir de 58. À partir de 58, un tout petit peu avant. Ils étaient dans la mouvance, j'allais dire nationaliste, parce qu'on était gouverné par, vous l'avez dit, l'African Jazz, les Bantous de la capitale, OK Jazz. Et donc ceux-là commençaient déjà à vouloir porter la musique. Il y avait l'influence des Congolais, des Nigériens,
des Ghanéens. La musique cubaine aussi. Voilà, et des Kenyans, maintenant la musique salsa. Ouais. Donc la plupart, vous allez voir Pachanga, Cha-Cha-Cha, Merengue, ainsi de suite. Mais à quel moment on commence réellement à parler de véritable identité musicale ivoirienne? Dedans déjà, Amédée Pierre faisait cette musique bébé. Déjà, avec des morceaux comme Alba Zibi, des sons nénés en gouro et Alba Zibi. Alba Zibi. Je ne connais pas cette chanson. On a dit que c'était une historienne. Là, il sort. Ouais. Ça, c'était longtemps avant les sons. En fait, ce qui est intéressant dans ce que vous êtes en train de dire, parce que nous célébrons quand même 60 ans d'indépendance, c'est là on commence à écrire vraiment les premières notes de la musique moderne de Côte d'Ivoire. On commence à rentrer, nous, dans notre identité musicale. Celui qui va jouer la première fois devant le président Félix Houphouët-Boigny s'appelle Naounou Tiboué Amédée Pierre, avec son orchestre d'Ivoire Star. Plus tard va venir Anoma Brou Félix, avec l'Ivoiris Band. Vous voyez les apostrophes S, le capocisif en anglais. La bande Artel et Mamadou Doumbia qui vient du Ghana avec son bilinguisme. Parce qu'il a été formé par Ikes Band, qui joue d'abord d'un instrument assez atypique, à la guitare hawaïenne. Ils n'étaient que 2 à la jouer, aujourd'hui ça a disparu. Cette guitare compose et on joue, il y a lui et Ngwakou Ludovic. Et Amédée Pierre finit en 1960 au centre culturel des 13 villes. Et la musique ivoirienne est partie. La musique ivoirienne démarre. Mais ce qui est intéressant, on va essayer de télescoper ça. On revient avec John John, on va télescoper ça avec quand même le politique. Parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'on se dit on est indépendant, il faut apporter cette indépendance. Il va s'appuyer sur les musiciens. C'est-à-dire qu'il faut que les musiciens traduisent qu'on a pleinement acquis notre souveraineté. C'est là où c'est important. Donc Anouma Brouvé chante indépendance. Amédée Pierre chante indépendance qui François Louga depuis là-bas chante Wano Bruit, indépendance arrive, on fait du bruit, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tenez-vous bien, à l'époque, nous et la politique, on était complètement disjoints. Même si ça se racontait quand même qu'il y avait un vrai lien entre le président et les artistes. Non, le président, c'était un mythe. Moi, je l'ai salué et j'ai gardé ma main pendant 2 semaines. Je touchais rien, même j'étais devenu même gaucher à l'école, parce que nous, c'était la plume. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'il y avait un rapport particulier vis-à-vis de ce président-là. John Jay, vous êtes arrivé jeune présentateur, vous avez trouvé quand même des musiques au cœur des années, à la fin des années 80, début 90. Comment vous vous êtes dit qu'il fallait à un certain moment mettre sur le pinacle la musique de Côte d'Ivoire? Parce que vous aimez le reggae, on sait, mais vous avez participé à porter cette musique-là, qui est notre identité. Pourquoi, au fond, vous, personnellement? Alors, je veux dire que tout est parti de l'espace audiovisuel. Hein? Des radios étrangères commençaient à faire partie du quotidien des Ivoiriens. Et ça, je veux dire qu'à un moment donné, on commençait à se remettre en cause. Donc, on s'est dit, mais sur quoi on s'appuie? Quelle est la plateforme on définit pour faire la promotion de cette musique? Et cette musique-là, son identité, on la trouve où? Heureusement pour nous, il y a eu des événements dans des campus universitaires. Le Zouglou est né. À partir de là, on fait quoi pour être des éléments catalyseurs, de sorte que celui qui reçoit cette musique puisse se rendre compte que cette musique met son histoire en musique et colore ses souvenirs d'émotion. En un mot, John Day, le combat pour la souveraineté, c'est pas seulement le combat politique. C'est aussi le combat de notre identité culturelle que vous avez porté. Vous étiez donc à la télévision nationale, avec on sait ce que l'orchestre de la télévision nationale a réussi à faire. Manu est passé par là. Manu est passé par là, et vous, Ernesto DJ, on fait juste un mot quand même sur l'union entrée nationale. C'est ce que je voulais dire. Cette musique ivoirienne a démarré véritablement en 1975. Avec un monsieur qui a été nommé chef de service culturel à l'ARSO, entendez ARSO, Aménagement Régional du Sud-Ouest, que dirigeait Emmanuel Dioulo, et il rentre en Côte d'Ivoire définitivement, il crée le Ziglibit, parce que le Y est étouffé. C'est pas du Ziglibiti, c'est Ziglibit. Ziglibit. Beat comme un beat musical. Tu es Ziglibit, voilà, donc on ne dit pas Ziglibiti. C'est lui qui nous disait ça, le Y est étouffé. L'enfant de Taïra Dieu, le Sénégalais, métamorphosé en Ivoirien, crée Adjissé, qu'on a réussi au Nigeria, au studio Yemaya Papa. Après Adjissé Ziboté, le roi de Ziglibit.
Après lui, il y a eu le roi de la Loukou, Daniel Nyanza. Il y a eu le roi du Gbegbe, Seri Sempi. On se rend compte que ce sont des musiques qui restent très liées aux traditions, aux musiques de chez nous, quoi. Voilà, vraiment, tout à fait. Vous dites musique tradie moderne. La musicologie, ça n'existe pas. C'est la musique. C'est une musique moderne d'inspiration traditionnelle. Voilà le mot. Oui. Parce que, ce que je voudrais simplement dire, je ne sais pas qui réalise cette émission, qui l'a produit, vous avez vraiment eu le nez creux, parce que j'ai l'impression que c'est la première fois que je découvre ce monsieur. Attendez, John, quand même, vous êtes je m'excuse. Vous êtes sur la télé quand même, qui est venue pour tout bouleverser. Je ne vais pas dire révolutionner les choses, mais quand même, pour faire les choses bien et surtout pour parler des choses de chez nous. Et on parle de télé, André, permettez-nous de passer à... C'est pas totalement autre chose, hein, parce que le rôle des médias aussi, c'était de porter toutes ces musiques, tous ces nouveaux visages. On souhaiterait évoquer un peu la naissance de la télévision nationale ivoirienne. Je crois qu'on est vraiment au lendemain des indépendances, notamment en 1962 déjà la création et en 63. Mais là encore, il faut le dire, la diffusion. Au mot, c'est un vrai message qu'envoie Félix Houphouët-Boigny. Parce que le fait de créer une télévision, là où beaucoup d'États africains étaient sur d'autres problématiques, il montrait déjà que la culture et les véhicules de culture, c'était très important pour les. Donc, comme le Cameroun, tout ça qui n'avait pas été. Donc, comme Connie l'évoque, sur ça a été très important la télévision. Oui, la télévision, mais imaginez-vous, vous voyez à la télé, à l'époque, on passait le CEP en juin, mais l'entrée en sixième qui nous donnait en mai, qui nous donnait droit à une bourse de 12 000 francs. Alors vous nous voyez liquer dans les tacrons là. Il y a des tissus de 600 francs le pantalon. On appelle du tacron avec des tailles hautes, des baby shirts. J'ai cité avec les tissus Boussac. Et nous sortons à la télé. Moi, ma première télé, il y avait une émission de George Taï Benson. Le boss. Oui, le tiercé du café. Télévision noir et blanc, c'est là que j'ai apparu. Pour la première fois. Ça devait être un grand moment pour vous. J'ai pris le créton de ma grand-mère, son drap créton, pour faire un pantalon. Elle a dit à mon père, mais ton fils, quand il va rentrer ici, c'est lui qui a pris mon drap. Il devait être fier en même temps de vous voir à la télé. Et donc, il y avait le tiercé du café, c'est trois artistes qui s'affrontaient. Il y avait René Cabral, du Cabo Verde chaud. Il y avait Manu Lima, qui arrange, voilà. Il jouait à la boule noire. Chétal à l'avenue 14 rue 12. Et ensuite Paul Nemelin. Et Kessie Lénas, Justin Totouré. À écouter Diabostek, c'est vrai qu'on passerait plusieurs heures parce qu'il faut raconter l'histoire de ce pays et on espère, nous en tout cas, on créera toujours ces espaces-là. Mais revenons rapidement on reste un peu sur la télévision ivoirienne pour dire que cette télé ivoirienne a permis justement, après, d'aimer la musique comment. Vous avez parlé des duels. Les clashs, justement. Avec Baïs Pinto. On nous a parlé de ces duels, là, de ces animosités entre Diane Solo et Chantal Taïba, Reine Pélagie, Aïcha Koné. Est-ce que c'était de vrais duels et tout ça, ça nous a fait. C'est ce que vous appelez aujourd'hui le buzz. Le buzz et les clashs. Moi qui pensais que c'était né avec DJ Arafat, paix à son âme et de Bordeaux. Alors qu'avant, il y avait de vrais clashs, quoi. Non, mais moi je vais dire que quand vous avez des dinosaures comme George Taï Benson, quand vous avez donc l'as du micro, comme celui que nous appelons avec respect et admiration, le King, Roger Fiance-Cassi, il a une technique d'approche. Parce que comment on fait pour toucher la cible? Donc si on dit voici un concert à Aïcha Koné et Reine Pélagie, cela ne peut pas avoir un impact. On dit attention messieurs, dames, vous allez avoir droit à un duel. Donc du coup, les fans commencent déjà... John Jay, il ne faut pas croire, il faut dire aux jeunes, ce n'est pas vous qui avez créé le clash. Le clash, il est né longtemps avant vous. Oui, dans le genre de notre histoire. Bien sûr, c'est important. Même quand on ne s'affrontait pas, Amédée Pierre, quand Djedje dit à Djissé, on sait qu'on n'apprend pas à chanter. Amédée Pierre fait Paulinien Newadji. Pour dire les gens se moquent d'eux-mêmes. Et Bédier récidive. Amédée Pierre dit qu'il est le Oléyé, le créateur. C'est des pics. Tout ça, ce sont des buzz. Un petit mot, quand même. Et là, peut-être John Jay va réagir là-dessus, Connie. C'est Alpha Blondy qu'on entend. Je vous dis qu'on n'y avait pas pensé, mais merci en fait, ceux qui font cette programmation musicale. Mais DJ Sangenis nous accompagne aussi sur toute l'émission. Alpha Blondy, ça va être, on va rentrer dans une autre dimension parce qu'on parle aussi du rapport des musiciens et puis du politique. Avec Alpha Blondy, la musique ivoirienne va rentrer dans une autre dimension. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une musique qui vient d'ailleurs le reggae. Et là, vous adorez le reggae. Avec Alpha Blondy, on explose carrément, on va dire, tout ce qu'on a connu comme popularité des musiciens en Côte d'Ivoire. Bon, déjà
pour tout Ivoirien, il était impossible d'arpenter une rue sans qu'on ait un soupçon musical de Bob Marley. Ça, c'était ce que tout on savait. Déjà, donc, on aimait le reggae. On aimait le reggae. Ouais. Et quelqu'un arrive des États-Unis. Mais il avait une de ses voix. Alpha Blondy a amené les Ivoiriens à s'approprier le reggae, tout simplement à cause des thèmes. Parce que chacun... Des thèmes et des langues, des ethnies. Et surtout la mélodie, parce qu'il chantait bien. Alpha avait une de ses voix, c'était une véritable trouvaille de Roger Fulgence-Cassis d'ailleurs. En toute conscience. Encore une révélation de la télé. Bah oui, une révélation de la télé. Parce que personne... Vous savez, quand vous êtes déprimé, quand vous ne savez plus où donner de la tête, que quelqu'un vous regarde et puis il vous regarde droit dans les yeux et puis vous dit, Connie, je vais faire de toi une méga star. Je vais dire qu'à partir de là, vous commencez à vous dire, mais tiens, mais je ne suis pas foutu pour de bon. C'est qu'il y a une lueur d'espoir. Et Fulgence-Cassis a donné... a été donc celui qui était comme une sorte de thérapie. Le révélateur de tous les talents. Les plus gros talents de notre musique. Vous deux, messieurs, on aurait aimé passer vraiment toute l'émission avec vous parce que la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses à dire sur sa musique, sur le rôle des politiques, tout ça. Donc on va se laisser avec cette dernière question. Est-ce que la musique avant, c'était plus doux qu'aujourd'hui? Pour être un peu... Bon, déjà, tu as utilisé la paronomase qui dit que comparaison n'est pas raison. C'est même pas comparable. C'est pas comparable. C'est même pas comparable. John Jay sur ça. Avec tout le respect que j'ai pour ceux qui font de la musique, c'est de leur temps. Mais croyez-moi, avant, il y avait de la musique. Aujourd'hui, c'est de leur temps. Je le dis bien. Pas que je veuille me moquer de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui quand je discute avec ma fille. J'ai une façon de parler. Elle me dit non, papa, c'est lourd. Ah oui, carrément. Parlons des musiques que toi tu écoutes en fait, John. C'est ça. Et justement, est-ce que vous avez des souvenirs d'avant, de la Côte d'Ivoire d'avant? J'ai envie de dire que vous voulez partager avec nous très rapidement. Mais la Côte d'Ivoire d'avant, sur le plan musical, moi j'ai... le plan musical. Musical. Sur le plan ou autre chose. Oui, non, moi, il y a quelqu'un qui m'a tué, dont on n'a pas parlé ici, c'est Baïs Pinto. Ah oui. Incana Priso, Incana Priso, Non, je suis moi. Baïs Pinto. Oui. Et on termine là-dessus. Il finit avec les fétiches. Créés par l'actuel ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc, Jimmy Idriss, Traoré Idriss. Baïs Pinto quitte, il va à l'histoire de Richard Abadi, il va au Tahiti. Et grâce au club méditerranéen, le nuit pour Baïs Pinto part à Paris. Il rentre à l'école de Paul Bécher, option piano. Il est pianiste-guitariste. Et Baïs revient en 1979 pour faire une dédicace à l'avenue Franchet d'Espéré au plateau, à Radio Afrique. J'ai dit au Baïs, mais quand je suis allé, je vous assure. Métamorphose. Ça dit, je vois Tom Jones. Je vois Frank Sinatra, ivoirien. Il est le meilleur chanteur de tous les temps. Celui qui dit non, il vient, je lui ai dans tous les registres. Diabostek, je ne vais pas ouvrir ce duel-là entre Louga François et Baïs Pinto. Mais en tous les cas, je pense que les Ivoiriens ont beaucoup de souvenirs à partager avec nous. Mais à vous, on vous dit vraiment merci. Vraiment, ça a été... J'étais à la batterie en ce moment aussi. Ah, vous étiez à la batterie. C'est moi à la batterie, tout jeune. Toujours. Diabostek, un monument de cette musique ivoirienne. Oh, super. Elle veut je disais qu'elle adorait avant. Tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non. Baïs demande au chauffeur de taxi de le conduire chez sa destinée. S'il ne la voit pas, il ne va pas être en équilibre avec lui-même. Ah ouais. Mais voilà toute l'histoire. C'est une chanson profonde. Et c'est des chansons qu'on ne chante pas comme ça. Quand tu aimes une femme, la seule façon de lui démontrer que tu l'aimes, c'est de demander à Baïs Pinto, avec sa voix de rossignol, de chanter pour elle, rien que pour elle, et faire en sorte qu'elle puisse l'écouter. J'ai envie de reprendre au mot et demander à Connie de chanter pour... non, qui? Pas pour moi. Non, alors là, pas du tout. Merci encore, Merci vraiment beaucoup, du fond du cœur d'être passé. On vous posait la question de savoir vos souvenirs d'avant. Oui. Baïs Pinto est le seul musicien ivoirien à avoir joué en 92 à l'Olympia. Amédée Pierre et Luca y ont joué, mais à la taverne, sous Bruno Cocatrice. L'Olympia, la salle grand mythique. Bruno Cocatrice, c'est lui qui a créé le Voilà, seul Baïs Pinto, ça fait. Hommage à ce grand homme de la musique. La grande musique ivoirienne. On en parle ce soir.
Alors, quels souvenirs ont les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire d'avant? Nous avons posé la question à quelques Ivoiriens dans la rue. Et voici tout de suite leur réponse dans ce micro-trottoir. L'expression avant me rappelle un peu l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et puis la mode en son temps. Avant, il y avait le style. Voilà, il y avait la faux. Voilà, les femmes, les hommes avaient beaucoup de cheveux, les pantalons, un peu les bas relevés là. À l'époque, à nos temps, quand il y avait le défilé ou bien il y avait une fête d'indépendance, quand moi j'étais à Mansitou, les gens défilaient avec des bouts d'oreilles, les piments dans l'oreille comme bout d'oreille. Les femmes attachaient les pagnes Yakuba et il y avait les danses de masse. Là, il y avait la joie. Il n'y avait pas de discrimination entre étrangers et puis Ivoiriens. Tout le monde était la même chose. La paix était au rendez-vous. Quand on nous dit avant, ça nous fait penser de la lutte pour avoir l'indépendance. Et surtout, ça nous fait penser au président Félix Houphouët-Boigny. Quand j'attends avant, je pense au bon vieux temps. Quand il y avait l'indépendance, le défilé, et puis il y avait la joie dans le cœur de tout un chacun, quoi. Dans la famille, les gens se rendent les visites. Et puis, en tout cas, tu sentais même que la Côte d'Ivoire, c'était l'indépendance. Mais maintenant, c'est pas ça, quoi. Il y a plus de défilés, on ne voit même plus de défilés. Avant, on se rappelle d'avant l'année 1960, date à laquelle nous avons eu l'indépendance. Et vous savez très bien que nos parents ont vécu la traite négrière. Et à un moment donné, ici, le colonisateur était présent depuis avant 1893, date à laquelle la Côte d'Ivoire est une colonie française. Et à partir de cette date-là, nos parents ont lutté jusqu'à ce qu'en 1960, ils aient l'indépendance. Ah, j'adore, avant. Dans un instant, retrouvez dans le spécial Indépendance de Live TV, André Bois, Israël Guébo et leurs invités pour le tableau 2. Ils parleront de l'histoire sociopolitique de la Côte d'Ivoire. A tout de suite. Merci de nous retrouver sur le plateau de notre émission spéciale Indépendance. La télé sans filtre aux couleurs nationales sur le canal 6 de la TNT ou sur le canal 206 du bouquet Canal+. Eh bien, mesdames, messieurs, voici la deuxième partie consacrée à notre histoire sociopolitique. Notre grande histoire, c'est maintenant. L'État-nation ne va pas sans des choix politiques qui parfois sont source de divergences. La Côte d'Ivoire en a connu, mais pas que. Pour en parler, je suis en compagnie d'Israël Guébo et de nos deux invités. Israël, bonsoir. Bonsoir André, bonsoir Goz, bonsoir. Bonsoir. L'homme de médias, Israël, qui a été parfois l'oreille des hommes politiques importants de ce pays, Bamba Alex Suleiman, et juste en face, l'écrivain. Puis je me suis dit, polémiste, est-ce que ça passe? Polémiste, oui. C'est pas bon, on peut pas. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il dit c'est pas bon du tout, mais vous verrez bien, dans le courant de cette émission, il aura des choses à dire, et il le dit avec beaucoup de vigueur. Eh bien, il assume en plus toute son africanité. Armand Gauze. Bonsoir tout le monde. Mesdames, Messieurs, la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny était une Côte d'Ivoire paisible, comme on dit. Est-ce que ça vous manque? Ça dépend. D'abord, je voudrais saluer les téléspectateurs de Live TV. Live TV, oui. Les jeunes gens, les jeunes dames, qui, avec leur brio, leur valeur d'engagement, qui ont cru à cet idéal, qui étaient capables aussi, à l'instar des autres télévisions européennes, de porter l'espoir dans les foyers ivoiriens, une autre couleur, une autre vision, pour que on se rende bien compte que l'expertise n'est pas la propriété ni l'apanage d'un seul peuple. Eh bien, évidemment, nous sommes très, très touchés par cette reconnaissance parce que vous êtes un homme des médias et vous en avez vu des choses à travers le monde. Oui, les vertes et les pas mûrs. Alors, sur la question politique, parce que quand je dis est-ce que ça nous manque, est-ce qu'on est nostalgique d'une certaine façon de la période d'Houphouët? J'ai voulu effectivement que le doyen d'abord réponde et puis après, on va voir l'avis d'Armand Gauze qui, lui, est d'une autre génération. Absolument. Non, mais écoutez, Houphouët, c'est toute une histoire. C'est un livre ouvert, avec des pages. Les pages qui sont entrecalées dans des chapitres de cette marche ascensionnelle vers la réalisation de ce qu'il a voulu que la Côte d'Ivoire soit. Une terre promise pour l'Afrique de l'Ouest. Un pays où il fait bon vivre,
où la fraternité, j'allais dire, la valeur cardinale qui rassemble tous les Ivoiriens depuis les générations. Ce soit la paix, on va dire. J'essaie de oui, bon, si vous le voulez. Et permettez-moi que je cite quand même Houphouët, parce qu'il est connu pour ses citations légendaires. Il a dit en décembre 79 à Katiola, déjà comme quelque chose qui est dans son testament, il n'y aura pas de paix tant que la force paraîtra l'unique recours possible pour denouer les situations intolérables. Donc la paix, c'était essentiel pour lui. Vous en parlez tout à l'heure. Armand Gauze. Bon, moi je boue un peu. Est-ce que vous êtes je boue déjà. Oui, allez-y. Par la qualité de ta question, tu vois. Parce que tu parles de la Côte d'Ivoire, tu commences tout de suite par Houphouët-Boigny. Est-ce qu'on regrette le temps d'Houphouët-Boigny? Et c'est ça, ça l'un des premiers problèmes de ce pays. C'est la capacité à personnifier tout l'ensemble d'un pays, toute une période à travers une seule personne. Houphouët-Boigny est un personnage important, mais il n'est pas la Côte d'Ivoire, il ne l'a jamais été. Et je pense que lui-même personnellement devait être gêné dans les entournures de parler de ça. Je ne regrette pas. Mais moi, le temps d'Houphouët-Boigny, je ne suis pas un passéiste. Je voudrais aller sur le terrain un peu de la polémique avec Armand, sans vous Armand. Quand même, dans l'histoire de l'humanité, il y a des hommes qui ont quand même un destin particulier, qui ont une considération particulière. On ne va pas ouvrir forcément le débat, mais il est très important que quelqu'un comme Houphouët, au regard de ce qu'il a fait, puisse avoir une place particulière dans notre histoire, Armand. Il l'a déjà. Oui. Elle est évidente. Il l'a déjà. On dit le père fondateur, mais en fait, on devrait dire les pères fondateurs. Et puis oui, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, en plus, le terme est un peu marqué. Franchement, moi, je suis très content de la présence d'Armand parce que je sens ça va être un peu de sport, même si le sport, ce sera après. Avec Israël, permets-moi de t'introduire. Armand a dit une chose, on parle beaucoup de Houphouët, mais finalement... On ne parle pas de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Il a bien raison, parce que l'ombre d'Houphouët, depuis les années 40, est sur la Côte d'Ivoire jusqu'en 2020. Depuis près de 80 ans, j'entends bien ce qu'on dit, mais depuis près de 80 ans, dans la vie politique de la Côte d'Ivoire, il y a un individu qui, vivant ou mort, continue de planer. Je commence déjà depuis les années 44 avec le syndicat agricole africain. Ensuite, il est député en France, représentant de la Côte d'Ivoire. Ensuite, il devient président de la République. Il règne de 60 à 90. C'est le dieu Houphouët. Moi, je me souviens, quand j'étais encore tout gamin, on ne pouvait pas prononcer le nom d'Houphouët comme ça. C'était un mythe entretenu par la télévision à l'époque qui faisait ta propagande sur lui. Ensuite... Propagande, oui. Joli terme. Propagande sur lui. Je finis. Il faut qu'on contextualise. Je ne vais pas me faire le défenseur d'Houphouët, mais je veux qu'on contextualise. Nous étions dans un contexte quand même assez particulier. Donc forcément... Et jusqu'en 90, où on voit bien le règne, et je pèse mes mots, le règne d'Houphouët en train de décliner, et la montée en puissance du multipartisme, et commence la guerre des héritiers. Et après, en 2000, même lorsque l'opposant Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, il se reconnaît un fils paternaliste d'Houphouët-Boigny. En 2005, les héritiers qui se faisaient la guerre hier, Ça, c'est de la récupération. Non, je finis. Je vais vous donner la parole là-dessus, le temps qu'on laisse finir. Qui crée une alliance qui s'appelle RHDP au nom d'Houphouët. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on est encore dans le monde. Ce que je veux dire, en fait, c'est que vivant ou mort, nous sommes habités, la vie politique ivoirienne est habitée, Houphouët est ancré dans notre vie politique. Très bien, merci Israël Guébo sur ça. Je me retourne vers le doyen Bamba Alex. Du coup, on se dit, Houphouët a dû échouer quelque part. Parce que vous êtes un disciple. Non, écoutez. Moi, je suis un disciple, parmi les disciples d'Houphouët. J'ai le privilège d'être à 28-29 ans, rédacteur chef, non, même pas Houphouët-Boigny. Oui, du journal du parti. Le Réveil. Le président actuel en était le premier chef du gouvernement. Ça vous donne la pleine mesure du rôle important que juste à y jouer déjà à cette période. Mais pour en revenir au personnage, parce que Houphouët, c'est un homme pluriel, il a rapidement survolé, j'allais dire, le parcours ô combien sinueux, tortueux et difficultueux d'Houphouët, qui n'est pas devenu député du simple fait que, parce qu'il était le plus beau, parce que sans lui, il était le plus compétent, celui qui faisait... j'allais dire, qui ralliait le suffrage. Il a réussi à fédérer autour de lui. Qui permettait par un langage, une courtoisie, un savoir-faire, et puis une vision humaniste, qui a toujours caractérisé sa vie, à convaincre d'abord, depuis le Nord, le père Péréforgon Koulibaly, depuis Korogo, qui adoube donc
sa candidature à la candidature pour être député. C'est ça. Il le devient, mais quand au mois d'octobre 1945, au premier tour, il gagne la députation, mais l'administration coloniale dit non. Joue de subterfuge, il envoie un second tour. Le pays est bouillonnant dans tous les secteurs de la vie, mais il a le courage de demander à ses partisans de ne point trop en faire pour donner l'occasion aux colons de le disqualifier, d'accepter d'aller au second tour. Il va au second tour et il pulvérise. C'est-à-dire qu'il fait 10 fois plus que le premier score, qui traduit bien l'état d'esprit d'un homme qui a tué, un homme de conciliation, un homme d'amour et de partage. On est bien Je d'accord. comprends, j'en arrive. Je comprends le jeune frère Guy. Sans doute n'a-t-il pas vécu cette période. Non, j'en arrive. J'en arrive. On va lui donner la parole. Oui, non, mais j'arrive. Il est assez jeune. Il est assez jeune. En 1971, moi, j'ai crié vive Nana Félix. Voilà, il y a eu la journée nationale du pardon, l'année à laquelle il naissait. À Yamoussoukro. En 71. En 1971, déjà. Vous êtes allé trop vite. Qu'est-ce qu'on pardonnait c'est pour ça que je vous donne la parole. C'est pour ça que... oui, non, mais on va en parler. Que pardonnait-on en 1971? Non. Ce qu'on pardonnait, c'était sans doute peut-être parce que tout grand chef, du pardon, là. Tout grand chef, sur la trajectoire de ce qu'il a pu faire, il y a des embûches. Il y a eu des choses, on connaît la prison. Il y a des choix. Non, mais il y a des choix à faire. Et comme il n'avait de cesse de le dire, il préférait l'injustice au désordre. C'est ça. Parce que c'était un homme profondément de paix, un humaniste. Juste ce privilège. J'ai pu te dire, jeune homme, jeune frère, j'aime bien parce que, non, parce que de toute façon, je suis ton aide, je sais l'estime que nous nous portons mutuellement. Et c'est pour cela que je le dis, pour que, à la ville et au monde, on chante que ce monsieur a été un chantre de l'amour et de la paix. Très bien. Et que les résultats obtenus, l'image que donne la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Vous êtes un vrai défenseur du président. Oui, parce que non. Vous êtes je vous dis pourquoi. Parce que j'étais au cœur de l'action. J'en suis conscient. Peut-être pas aujourd'hui, mais j'incarne la réalité qui a conduit à ceux qui sont arrivés aujourd'hui. On espère en placer une. Non, certainement. C'est bien pour ça qu'on vous a fait venir, parce qu'on connaît votre histoire. On sait combien de fois vous avez été très important dans le dispositif mis en place. Quelqu'un a parlé de propagande, le journal du parti, etc. Mais on doit revenir là-dessus. Il faut, ça a été l'homme des indépendances, on est d'accord, mais on évolue, on arrive aux indépendances, on arrive vraiment à ce miracle économique. Il faut en parler très rapidement, parce que ça fait partie justement des acquis d'Houphouët. Et ce miracle-là, il est arrivé au moment où Armand, vous naissiez. Donc, voyez-vous, vous êtes né quand même dans un moment d'abondance. Et ça, quand même, vous allez en entendu parler au regard de ce qui se passait autour de la Côte d'Ivoire. Ça vous fait réagir. C'était un moment quand même où la Côte d'Ivoire était quand même un pays assez intéressant. Tu vois, en fait, là, maintenant, on parle de cette période-là comme d'une période d'abondance, en fait, alors que c'était une période juste normale. En fait, ce qui s'est passé, c'est la dégradation des choses là, de la société là aujourd'hui, qui fait vivre cet ancien temps-là comme une espèce de période de prospérité, d'abondance. C'est quasi biblique, quoi. Mais parce que je ne vais pas vous apprendre le mythe de Sisyphe et non, c'est pas quasi biblique. Non, les faits sont des faits. Mais moi, je ne peux pas appeler quelque chose de normal. L'éducation, c'est quelque chose de normal. Soigner les gens, c'est quelque chose de normal. C'est un processus logique. Il part d'un point A, deux générations se parlent. C'est pas un miracle. C'est pas un miracle. Un homme politique, on le pose là pour faire les choses normales pour les gens. Donc, c'est pas un miracle. Aujourd'hui, on le considère comme un miracle au regard de tout ce qui n'a pas marché autour. Bon, sur le miracle ivoirien, on a permis aux jeunes de réagir. Enfin, je fais exprès parce que ça vous permet de faire un clin d'œil à Bamba Alex. Et il a réagi en disant, c'est dans l'ordre normal des choses du politique de mettre en place des projets de développement, des politiques qui permettent au peuple d'être heureux. Alors sur ça, est-ce que c'était vrai? On peut dire que c'était une particularité d'Houphouët-Boigny à comparer aux autres pays la personnalité du président Houphouët. Sa vision. On en est toujours à la personne. Hein. Non, personne ne parle jamais du peuple. On parle de la personne. On va laisser Bamba Alex répondre là-dessus. Il en arrive, sa personnalité, la grandeur de sa vision. Cet humaniste qui pose les bases de la réalisation de l'Ivoirien. Donc on arrive au peuple. Et qui pose les fondements scientifiques, techniques, technologiques. Très bien. Des infrastructures. Absolument. Que jamais un pays dans la sous-région ouest africaine et plus loin africaine n'avait déjà.
ça traduisait bien que ce monsieur élu député ait ébloui les Français et a expliqué aux Français ce que c'était que de vivre ensemble déjà. Oui, bon, revenons, on a fini à la période coloniale, restons parce qu'on va évoluer, vous allez comprendre. Oui, mais c'est une transition importante entre ce qui s'est passé et ce qui s'est réalisé. Oui. Et que le jeune frère... Bomba Alex. Oh, non, j'en arrive. Bomba Alex. Non, tu vois, vous avez une minute. Pas phagocyter la parole. Non, pas du tout. Non. Je vais calme. Non, mais oui, non. Non. Je vais pouvoir ramener non, c'est lui. M. Bomba Alex à laisser la parole aux autres. Oui, c'est lui. Je veux dire... Je suis là pour ça un peu, doyen, parce que vous avez participé à nous former au grand débat. Donc nous, quand vous êtes là, on essaie quand même de vous couper la parole. C'est un peu ça. Bon, Alex, c'est important. Vous avez donné votre réponse. Moi, je vais me retourner vers Isaïe Guébo, parce que lui qui était un observateur, c'est que Houphouët-Boigny a réalisé les choses, mais à côté, il y avait des pays qui avaient aussi des dirigeants qui n'ont pas pu mettre en place aussi leur politique. Est-ce que tout ça n'était pas lié, au fond, quoi qu'on le pense, à la personnalité de ce dernier? Alors, le débat est assez intéressant. Moi, je me trouve entre les deux générations et je comprends bien que le point de vue sur ce qu'il y a eu avant ou après sont bien différents. Il faut bien comprendre que dans une certaine génération, certains revenaient de la colonisation, partaient d'une terre rouge ou avec du bitume. Donc, le référentiel pour eux, c'est il n'y a pas de goudron, maintenant il y a du goudron. C'est ça. Par contre, une autre génération... Oui, mais le processus... Je viens, bon, Alex. Une autre génération... Mais vous allez vous calmer, enfin. Il y a un processus. Il y a une autre génération... Il y a un processus pour arriver au goudron. Il y a une autre génération qui a vu déjà du goudron ailleurs, pour qui c'est normal quasi d'avoir du goudron. Alors, oui, Houphouët a fait, il a fait des ponts, il a fait des routes, mais cette histoire-là, il y a une génération pour qui c'est pas extraordinaire. Non mais, permettez-nous, je t'arrête là-dessus. Armand Gouze, on est d'accord. Vous êtes un écrivain, vous êtes aussi un observateur. On peut quand même dire que l'œuvre politique d'une personne B n'est pas forcément la même qu'une personne A. Est-ce qu'on ne peut pas nier ça? C'est une réalité. Très bien. Bon, une fois qu'on a dit ça, maintenant on peut passer aux vraies choses ou pas? Non, mais les vraies choses, c'est de dire, est-ce qu'à un certain moment, on peut dire que le passage d'Houphouët à la tête du pays a laissé là, à ce moment précis-là, quelque chose qui lui est quand même particulier. C'est fantastique ce qu'il a fait Houphouët-Boigny. Okay. Donc comme ça, je veux pouvoir parler. Non, permettez quand même. C'est très bien. Je le regarde droit dans les yeux. Il se fout un peu de ma gueule. Non, pas du tout. Non, mais je veux pouvoir parler. Je veux juste pouvoir parler. C'est fantastique au regard de ce qui s'est passé autour, au regard de ce qui se passe maintenant. Et c'est bien ça notre problème, en fait. C'est qu'on dit qu'on est debout parce que les autres sont à genoux. C'est ça. Tu vois? Moi, je veux juste qu'on contextualise le rôle d'un grand homme d'État comme l'a été Houphouët-Boigny. C'est ce qu'il a fait, là. Avoir une vision du présent, du futur, de l'indépendance. Regardez aujourd'hui, là. Personne ne parle du peuple. Personne ne dit... On célèbre le 7 août. Oui. 60 ans d'indépendance. Notre fiction nationale se résumerait à ce qu'a été le grand homme Houphouët-Boigny. Mais non, mais c'est passé par perte et profit. Des millions de gens. Quand on dit qu'on est indépendant en 1960, mais on ne dit pas au peuple, mais qui est indépendant en 1960? On va revenir sur ça. Je vais faire ça pour terminer cette émission. Non, gardez ça, vous allez voir, on revient là-dessus. Parlons, Bomba Alex, non, il va pas nier. Tu n'as pas fait preuve de nuilisme. Dans quel contexte tu nais en 1971? Très bien, je peux répondre à cette question. Dans quel pays tu nais? Très bien, je peux. L'abondance, la joie qu'il y a dans ce pays en 1971 où tu naquis, où tes parents déjà, les Gauzes, qui étaient déjà à un niveau extrêmement élevé. Les Gauzes ne sont pas mes parents. Oui, enfin, de toutes les façons. Gauzes, c'est un nom dans Promesse pas grave. Oui, mais c'est important. De toute façon, en une seule phrase, et je vous relance, allez voir. Quand il naquit, on va vous donner la parole. Il vient dans un paysage et dans un environnement... Dans une période d'abondance, aseptisé, purifié, d'abondance. Et où des cadres... Je nie ce terme. Non, attends, il nie ce terme, mais attendez. Où des cadres ont été formés. Dans une période normale. Oui, mais dans une période, certes, normale. Bomba Alex. Parce que du divin aux humains que nous sommes, incroyable. Mais il est clair que tout est normal. Mais comment est-ce qu'on passe de ce qu'a priori on considère comme étant normal, alors que ça peut ne pas l'être? Très bien. Et que le génie du chef, le génie du chef agit. Le génie du chef, le génie du chef fait le reste avec l'ensemble des forces. Concluez par sur ça. À force, j'en perds mes mots. Bomba Alex, j'en perds mes mots. Attendez, sur ça.
vous avez réagi au propos de... Le Go, c'est un dramaturge. Vous avez un dramaturge, j'y vais. Mais allons-y, sinon on ne pourra pas parler d'Oufoué. Vous savez, l'œuvre d'Oufoué, on n'en a pas parlé, on est en 71. Et puis Oufoué va recevoir une claque, parce que c'est quelqu'un qui avait une vision pour son pays, abondance, et puis une claque. Oui, je vais vous dire, ça a été la chute des matières premières, avec tout ce que cela envoyait comme crise, de confiance dans ce que l'État de Côte d'Ivoire, qui était l'État providentiel, ou l'État-providence avait mis en place. Et là, à ce moment-là, Israël Guébo, Oufoué va recevoir pas mal de contestations qui vont arriver avec, on va dire, la bulle de 90 et le multipartisme. Donc sur ça... Mais est-ce que vous n'avez pas sauté beaucoup d'étapes? Non, on était en 71, on était dans la période 71-90, et donc sur ça, ça a été quand même très difficile pour Fouette, et puis on en parle avec vous-même. 71, c'est quand même au lendemain d'un événement qui a eu lieu en 70, c'est-à-dire la révolte des Bétiers dans le Guébié, qui était un premier élément qui a secoué le pouvoir d'Houphouët-Boigny et qui a été réprimé dans le sang. Ne le nions pas. Et oui, après, on a tout ce qui arrive au niveau politique, au niveau économique, qui a un impact, une influence sur la vie politique et la montée en puissance du multipartisme. Et on entend pour la première fois, chose qu'on n'a jamais vue et entendue, Oufoué, voleur. Très bien, là, donc vous êtes allé, on arrive dans les années 90. Alors, peut-être sous forme d'anecdote. Vraiment, là, vous allez être assez court, Bamba Alex. Dites-nous, vous qui étiez sans doute autour d'Oufouët, comment vous l'avez senti au moment où le peuple d'Oufouët avait donné le sentiment de le rejeter? Comment vous avez senti ça, vous? Oufouët a-t-il jamais été rejeté? Non, mais on était en 90, on a entendu des Oufouët voleurs, soyons quand même, l'histoire est là. On m'a posé une question, est-ce que j'ai pu y répondre? Très bien, allez-y. A-t-il jamais été rejeté? N'a-t-il pas, grâce à son génie, à sa vision, réussi à faire de la Côte d'Ivoire un grand pays dont les infrastructures scolaires... Non, on a dit sinon vous ne répondez pas à ma question. Sinon vous n'avez pas répondu à la question parce qu'on doit parler d'un pan de notre histoire. Parce qu'il a apporté le grand rêve de la Côte d'Ivoire. Faire de ce petit pays... Non mais au moins il le prend. Ma question, je suis obligé de revenir là-dessus. Oui, mais vous on veut savoir le sentiment vous sautez des étapes. Non, on a compris, j'ai bien compris. Je dis, on a parlé de tout ce qu'il a pu faire, c'est un grand homme, moi j'y souscris, même si je ne partage pas évidemment l'avis d'Armand. Moi je dis, dites-nous, comment Oufouët, vous qui étiez quand même un confident, enfin vous connaissez des gens qui ont dû l'entendre, il était dans quel état quand un peuple, 30 ans après son pouvoir, a donné le sentiment de le contester, de le traiter de voleur? On l'a entendu, on était tout gamin, mais on a entendu. Est-ce que vous avez, vous, des anecdotes sur ça? Il y a deux choses. On a parlé de la journée nationale de réconciliation en 71, on a parlé de ce qu'il dit, avoir été des frémissements dans ce qui apparaissait être homogène. C'est pas que des frémissements. Non, attendez, les frémissements... Moi, je veux bien parler... Dans une région bien précise... On va parler de la Côte d'Ivoire. Qui n'incarnait pas l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Pourquoi voulez-vous résumer l'action au frémissement? Parce que c'est peut-être sans doute parce que nous n'avons pas le temps. Parce que ce simple exemple, je peux pendant 30 minutes vous en dire... Mais malheureusement, l'émission... À cause de gauche, je vais... À cause de gauche, je vais... Si on n'a pas d'anecdote sur Oufouët... J'en arrive. On n'a pas d'anecdote sur ça, sur le sentiment d'Oufouët. En 93, il faut qu'on y aille. En 93, Oufouët est parti. Parce qu'il faut que j'évolue dans l'émission. Oui, en 90, oui, d'accord, mais... Il est parti en 93. Si vous voulez que les prestataires retiennent certaines choses, il faut bien que le fil qui a conduit d'un point A à un point B soit bien perçu. Quand il parle de frémissement, après les frémissements, il y a l'état d'esprit dont vous avez parlé. Très bien. Certainement, il est mélancolique. Un grand chef qui, à un moment ou à un autre, se voit contester d'une manière ou d'une autre une partie de ce qui a été son leadership, il est clair qu'on a habité par un minimum de mélancolie. Et que pas mal de piliers du système avaient soit disparu, ou alors étaient tombés en disgrâce. Et forcément, la montée en puissance d'une élite à laquelle il a contribué lui-même à asseoir l'intelligentsia ivoirienne, incarnée donc par tous les jeunes qui sont montés en puissance, dont Laurent Gbagbo qui est devenu président de la République. Henri Konan Bédié qui va succéder. Avant lui, le président Henri Konan Bédié qui était parmi les jeunes, celui qui portait l'espérance, avant que le technocrate Ouattara ne vint, parce qu'ayant eu un cursus différent des autres. Très bien, mais l'avantage dans la famille, l'avantage dans la famille, c'est d'avoir les possibilités de rechange
Et parce que dans la famille, un père, il a autant de fils qui ont autant de qualités qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, lui succéder. Voilà, donc les fils qui pourraient d'une manière ou d'une autre lui succéder. 93, on assiste, 93, on assiste donc à une autre génération qui arrive en Krikonan Bédié, Alassane Ouattara. On sait ce que tout cela a produit, une guerre de succession qui a fini en 99 avec un coup d'État, j'essaie d'aller un peu vite. Et donc voici, voici que on peut pas aller parce que Bamba Alex, si vous rentrez en fait dans le moule avec nous, vous allez voir qu'on aurait pu le faire si on n'était pas assez long. Mais là, on va pouvoir quand même avec Israël avant de relancer Bamba Alex. J'ai une question on arrive en 90. Très bien. Toi, quel est ton regard que tu as sur la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens de la pré-90 et de 90 jusqu'en 99? Comment tu penses que les Ivoiriens se sentent? Comment la Côte d'Ivoire se retrouve à ce moment-là? À ce moment-là, d'un point de vue politique même. Évidemment, c'est un point organique. Fort dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, 1990, le multipartisme qui était déjà prévu dans la Constitution, enfin les vannes sont ouvertes. Et moi je ne conteste pas le choix d'Oufoué d'avoir fait son monoparti jusqu'en 90, mais en 90 s'ouvre une espèce de, comme on dit, le printemps de la démocratie. Et moi à cette époque j'ai 19 ans, tu vois, et j'ai 19 ans, je conteste tout. Donc déjà je fais mon Oedipe personnel sur mes propres parents, et qui représente mieux mes propres parents que l'État, cet État-là. Et donc à ce moment-là, qui dit Oufoué voleur, c'est personne d'autre que nous. Hein. Et c'est pas, quand on dit Oufoué voleur, c'est pas lui qu'on désigne, c'est pas une personne qu'on désigne, on désigne la faillite d'un État, de tout un système qui n'a pas été capable de tenir sa jeunesse. D'accord ? Je vais juste aller un peu plus, sans rentrer dans la polémique. Donc il n'a pas été capable de tenir toute sa jeunesse. Et à cette époque-là, ce qu'on demande, c'est pas la lune qu'on demande. On demande ce que prévoit la Constitution, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté des partis politiques. Non, c'est pas pluriel, la liberté. C'est pas juste le fait d'avoir plusieurs organes, autrement, contester un pouvoir, fabriquer donc tout ça, la démocratie. 2 plus 1, 3, ainsi de suite, c'est pas pluriel. On est d'accord, Armand, on est d'accord. Notre histoire se déroule bien, on le voit. Quand je dis se déroule bien, c'est-à-dire que dans cette émission, on voit que justement, on est passé d'une étape à une autre, et l'étape donc du multipartisme, l'étape de la succession va arriver, et puis il y a eu cette déflagration avec un coup d'État. Le parti au pouvoir, le PDCI, qui était au pouvoir, va subir un coup d'État, le parti d'Oufouette. Et là, comment on vit ça dans ce parti de dignitaires qui sont restés au pouvoir pendant ces 39 années? Il faut le reconnaître, les membres de la haute baronnie oufouetienne, incarnés par le président Rikona Bédié et les membres de la nomenclature du PDC-RDA, qui étaient juste vraiment... non, c'était eux les piliers du système. Et donc, encore une fois, on est sur les hommes. Hein. Oui, mais c'est sur la base de ce que tu as dit. C'est-à-dire que tu as déroulé... Tu as déroulé par rapport à un système. Normalement, ce n'est pas censé être un débat. Franchement, on est bien parce qu'en homme, il faut qu'on aborde la partie des années 2000. Quand on en arrive dans... Si vous discutez, on sera obligé de vous couper, ce serait dommage, parce qu'on sait que vous êtes des personnes ressources de talent. Il faut que vous puissiez nous dire, et des vrais témoins, des choses. Le PDCI, les barons, vous l'avez dit, étaient malmenés, et puis arrive... on va dire une transition démocratique, c'est un parti d'opposition qui arrive au pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce coup d'État, cette rébellion? Je voulais dire tout simplement qu'au regard du tableau clinique de l'époque, et que... En un mot, vraiment. En un mot, comme il a si bien dit, lorsque le multipartisme advint, c'est précisément parce que le président avait pris la pleine mesure des changements qui s'étaient produits partout dans le monde, avec la chute du mur de Berlin. Ça s'était imposé à lui. Hein. Oui, non, mais c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, ça, vous l'avez dit. Il faut bien expliquer aux jeunes générations. Revenons, on a aux jeunes générations qui n'ont peut-être pas Alex, on a la perception ni la connaissance. Et ce sera fini. Dommage, on a 2 minutes et ce sera fini parce qu'on ne se serait pas prononcé sur... Vous qui êtes donc un enfant, on va dire, de la période donc, de Baboulan, vous êtes adulte, vous voyez comment tout se passe. Et puis arrive... La période de la gauche démocratique. La gauche démocratique.
Et donc, ils ont levé beaucoup d'espoir. La gauche, Laurent Gbagbo, tous ces projets. Et puis on arrive. Et vous, comment vous analysez tout ce qui s'est passé durant cette sous période le harnais de la contestation. Oui, attendez, sinon je ne vais pas pouvoir poser ma question. Comment vous vous êtes senti, comment vous analysez toute cette période-là de la gauche ivoirienne au pouvoir? En fait, moi, c'est une période très courte et très idéale pour moi. Moi, c'est comme ça que je vois. En 2000 et un peu 2002, il y a cette grande conférence nationale que Laurent, le camarade Laurent, organise, qui est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose d'incroyable qui s'est passé ici. C'est comme une espèce de grande réunion sous l'arbre à palabre. Pour la première fois, un chef d'État permettait à tout le monde de venir exprimer tous ses griefs, tous ces 18 mois, à peu près. Et puis, il y a eu cette rébellion. Faut-il revenir là-dessus? C'est des moments douloureux. Mais on est très loin déjà. Et puis après, Alex, je vous donne vraiment très rapidement la parole et on conclut là-dessus. Il y a eu cette rébellion, il y a eu l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara. On vient de connaître 9 ans d'une forme donc de transition, de paix, on va dire. Et puis 2020 arrive. Est-ce que déjà, sur 2020, pour terminer, parlant de notre pays, sur 2020, vous avez une analyse, vous avez des appréhensions? En fait, voilà. Moi, je pense qu'il y a quand même des chantiers inachevés sur 2020. Dont le premier chantier, ça remet un peu ce qu'on disait, c'est celui de la réconciliation. La réconciliation. Vous, c'est votre mot et je vous arrête là-dessus. Bon, Alex, on va aller vraiment en émo pour terminer. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça. Le 3, pour pouvoir former un 3 avec la main, on est obligé de faire un 0 avec les deux doigts. Et ça pose problème. Ça, c'est une image pour vous très importante qui pourrait nous permettre de nous relancer. Donc, Alex, 2020, on a parlé de vision. Je ne partage pas ce que a dit Gauze. Si vous relancez le débat. Non, je ne relance pas le débat. Il a dit quelque chose de formidable. C'était en 2001, quand le président Gbagbo a fait la journée. Le Forum national de la réconciliation. Sous l'arbre à palabre. Non, ça c'est à mettre à son actif et à l'actif du Premier ministre de fin, Sédou Eliman Diarra, dont j'étais le conseiller spécial au Forum de la réconciliation nationale. Et nous avons œuvré à ce que tous les 4 leaders, lui, Bédié, Gueye et le président Ouattara, soient présents. Ils y ont été et on a vu ce que ça a donné. Très bien. C'était une amorce et c'est très bien. Très bien. Pour qu'une fois tu es positivé. Maintenant, pour conclure, en un mot sur 2020. Moi, je suis plein d'espérance. Plein d'espérance, c'est le mot qu'on va retenir de Bamba Alex. Et je souhaite que les enfants de ce pays comprennent que c'est le sourire qui appelle le sourire, la joie qui appelle la joie, la fraternité qui appelle la fraternité. Et ça, c'est important. Bamba Alex et mes chers amis, ça a été vraiment très électrique. J'avais parlé de sport, mais ça allait au-delà même du sport, très électrique. Merci en tout cas. Vous avez été vraiment des partenaires très très importants. Tu es courageux, tu en transpires. De cette émission. Je vous permets. Tout le mérite revient à Live TV, ainsi que au centre de la répartie de Gauze et des jeunes frères, parce que ça a été un véritable débat et de discussion. Je vais pouvoir y arriver enfin. La page sport, je le dis pour vous, de ce spécial indépendance sur Live TV, la télé sans filtre, vous avez constaté tout à l'heure, vous sera proposé dans quelques instants avec qui? Jean-Max Seka. Oh, Konya revient de parler de sport. Est-ce que ça va aller? Et puis un nouvel invité, et non des moindres. À tout de suite. On reste là. On fait des photos. Est-ce que c'est une période qui vous parle? Qui vous parle? Oui, ça me parle. Je me vois encore. J'étais à l'époque, disons, un des supporters fanats du stade. Et j'étais à la tribune lagunaire. On habitait au 220. On est allé à pied au stade. Donc vous êtes témoin de ce scénario de dingue de ce match. C'est ça, André. 11 décembre, à Bamako, défaite des Ivoiriens. On parle du Real de Bamako, l'idée à l'époque par Domingo Salif Keita, qui est un grand ami. Le footballeur. Le footballeur, oui. Pas le chanteur. Défaite des Ivoiriens, si j'ai bonne mémoire, 2-1. Match retour à Abidjan comme un cadeau de Noël, 25 décembre 1966. En 12 minutes, le stade d'Abidjan refait son retard, conduisent les Maliens jusqu'en prolongation. Et en prolongation, Aïbo et Blésiri achèvent le Real de Bamako,
victoire, Côte d'Ivoire, à l'Est, premier titre. Vous voyez bien qu'il a bien bossé. Ah ouais, j'ai bien bossé. C'est ça. Est-ce que vous gardez un souvenir particulier de cette date, de ce jour? Ce jour-là, ce que j'ai comme souvenir, j'étais dans les tribunes, à la tribune lagunaire, comme je disais. Malheureusement, je me retrouve au milieu des supporters maliens. Oh. Et puis, bon, à l'époque, il y avait un speaker qu'on appelait Guy Monori. Bon, ça parlait, dans les haut-parleurs, on donnait la composition des équipes au micro. Et ils ont commencé, l'équipe de Bamako, gardien de but, Sidiki Sako, latéral droit, etc., etc. Puis ils arrivent à un autre, maintenant on l'appelle Colo. Et les Maliens qui commençaient à dire Colo national. Et puis mon cœur. Et vous êtes au milieu de ça. J'ai dit, ouais, foutu. On était encore dans le Géo, André, ou c'était déjà Félix Houphouët-Boigny? Oui, c'était au stade Houphouët-Boigny. Ça s'appelait déjà Houphouët-Boigny? Ça s'appelait Houphouët-Boigny. Et donc, bon, on a. Je suis rentré en 1967 à l'Institut national des sports. Et mon voisin de chambre, c'était Déhi Maurice. Déhi Maurice. Voilà, et on a de la même promotion. Et donc, c'est Déhi Maurice qui égalise rapidement les buts en 12 minutes. Et puis, voilà, en 12 minutes. Et j'étais lui que quand j'allais réussir au concours d'entrée de l'INJS, j'allais me retrouver à côté de Déhi Maurice. En tout cas, c'est le bon souvenir. On a voulu rester là-dessus parce que c'est pratiquement, au football, c'est le tout premier trophée, effectivement, post-indépendance. Il y en a eu d'autres. Donc il y en a eu d'autres, et c'est pour ça que Jean-Marc va nous dérouler tout ça. Historique, on va parler de 68. Laurent Pokou, la naissance de... L'homme d'Asmara. C'est ça, de la légende de l'homme d'Asmara. Asmara, c'est en Éthiopie. C'est là où se déroulait une Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe d'Afrique 68, si j'ai bonne mémoire. Et c'est là où il a éclaboussé de son talent lors d'une rencontre Côte d'Ivoire-Algérie, si j'ai bonne mémoire. C'est ça, coach. C'est exactement ça. Il a eu son titre de meilleur buteur. Il en a marqué 6. Oui, 6 buts contre l'Éthiopie. Il a d'ailleurs détenu un record, je crois, qui a été battu par... On va revenir là-dessus sur le record. Le Soudan. Le Soudan qui a marqué 6 buts. Et pour l'autre anecdote, Pokou, c'est resté un ami jusqu'à la fin de sa vie. J'étais à son chevet à tout moment. Bon, et sur ça, il voulait rajouter quelque chose. Laurent Pokou, c'est le grand. C'est le grand. Je sais qu'il avait eu détenu un record, je crois, de la Coupe des Nations africaine. Voilà, c'est 14 buts. 14 buts. Et c'est juste qu'il n'y a pas trop longtemps. Samuel Eto'o-Fils a battu ce record-là avec 18 buts. C'est fou. Mais moi, ce que je retiens aussi, c'est pas la partie la plus agréable, c'est ce fait divers, très rapidement. Tellement dommage qu'il a vécu. Il s'est fait bastonner par la police nationale lors d'un contrôle. Pas un élément de la police nationale, oui, voilà, lors d'un contrôle de routine. On se rappelle que ça avait vraiment ému les Ivoiriens parce que ça reste une grande légende et que même le président Laurent Gbagbo était allé à son chevet. Il est monté au créneau. Il est monté au créneau. J'y suis allé, évidemment. Et ce jour-là, quand on est allé le voir, j'étais directeur technique national. Je suis allé pour le voir, je dis à toute la DTNB. Et d'ailleurs, pour l'annoncer, c'est Guaméné qui m'a appelé. Il était à côté de Pokou. Et puis il m'appelle et dit, bon, mon surnom pour les joueurs de 92, c'est la mort. Alors il dit la mort. Je suis à côté de ton frère. Ah, on l'a frappé. C'est des témoignages importants. En fait, et on l'a frappé, il a dit. Il dit on l'a trop mal frappé. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Il dit non. Et Pokou qui lui dit, dis-lui de venir demain, peut-être je serai un peu mieux, il pourra me... Et quand je suis arrivé avec la DTN, on est venu le saluer, il m'a dit, Martial, avec tous les coups que j'ai reçus pendant durant toute ma carrière de footballeur, je n'ai jamais eu aussi mal que ce qu'on m'a fait. On m'a traité vraiment comme... Mais bon, c'est un peu long à... Oui, c'est vrai, on a voulu évoquer ce Tony fait bien de nous relever ce moment triste pour dire que voilà, nous avons nos icônes, on doit vraiment faire attention, les respecter. On peut avoir une altercation dans la rue, mais ça reste toujours des gens qui nous ont fait rêver, qui ont porté des espoirs de plusieurs générations. La suite, l'homme d'Asmara. L'homme d'Asmara, la suite, c'est... Le sport, c'est pas que le foot. Il y a eu aussi la boxe.
le Noblard qui était, Noblard. j'ai envie de dire, au début de sa Martial, grande expansion en Côte d'Ivoire, avec C.A. Robinson et Raoul Rabé. Raoul Rabé. Oui. Raoul Rabé, on l'avait le cocotier. C'est voilà, quelqu'un qui, en tout cas, il a beaucoup aimé la boxe. Il s'est vraiment occupé de nos boxeurs. Et C.A. Robinson rappelle... ou dit quelque chose. C'est pour ça qu'on fait cette émission pour apprendre un peu plus sur cette période. Oubed, c'est un championnat du monde de boxe qui s'est passé ici. Et malheureusement, ça n'a pas été pour lui. Mais quand même, il a montré ça. Et son coach, c'était Raoul Rabé. Raoul Rabé, oui. Coach. Et Raoul Rabé a vraiment aimé la boxe. Et il a lui-même boxé. Bon, autant de boxeurs qu'on appelait Kwame Yao, Dambélé et autres. Voilà. Donc, nous sommes très contents d'avoir cette mémoire du sport ivoirien, vous l'avez dit, Yeo Martial nous permet d'égrener. Et on va sortir de cette période-là, Yeo Martial, de la période 60-80, et rentrer dans une période que nous avons appelée l'âge d'or, 80. Du sport en Côte d'Ivoire. 80, on a dit 80 80-2000. C'est là où on a maximisé en termes de trophées, en termes de récompenses, en termes d'essor. L'essor de la boxe, on peut continuer sur la boxe, parce qu'il y avait Gobé Alou, Marie Konaté. C'est à l'époque où il y a eu le fameux combat Kilimanjaro-Marie Konaté. Je vais vous dire que on ne pourra pas quitter les années 60 en parlant du sport sans parler à l'époque, dans les années avant 80, sans parler de Gaoussou Koné. Gaoussou Koné, oui. Voilà. Gaoussou Koné. Qui a gagné les Olympiades de Tokyo. Et après Gaoussou Koné, vous avez Meïté, Amadou Meïté. C'est le père de Ben. Voilà. Et d'ailleurs, c'est mon voisin. Il est juste à côté de moi. Ah oui. Moi, je vais venir habiter chez vous. Je crois qu'il faut, oui. Voilà, et voilà, ça fait que de Ben Youssef à Niamey, oui, il m'a fait couler des larmes. Oui, on en parle parce que ça a été aussi une période, on a dit cet âge d'or là, 80, 2000, on revient là-dessus. Donc on a parlé de boxe, il y avait une très grande équipe du relais 4x100 également. Au jeu de Lagos. Oui, non, je voulais revenir sur la boxe, parce que j'ai comme l'impression, je ne sais pas si aujourd'hui la boxe a créé autant d'engouement comme le foot par exemple, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une période où c'était un vrai sport adulé des Africains. Avant que vous nous répondiez, Yeo Martial, on le sait, c'était un sport. Et donc sur ça, vous qui connaissez Oufouette, c'était pour lui le sport roi, finalement, la boxe. En fait, le président expliquait ça de la façon suivante. Il dit que la boxe, c'est deux personnes face à face. One to one. Voilà, celui qui gagne, il a gagné. Et puis ce qui les met dedans, c'est que quand ils ont fini, ton adversaire a fini de te battre, on te relève et vous vous embrassez, vous serrez les mains. Et c'est ça qu'il a toujours aimé à la boxe. C'est pas comme les sports, trop de magouilles, trop de l'arbitre a fait ceci, etc. C'est ça, dans la boxe, on est vraiment très... C'est très direct. Alors, il y a eu la boxe et puis il y a eu d'autres sports. Oui, évidemment, les sports de main. On va passer rapidement là-dessus. Il y a eu le handball. Le handball, surtout au féminin. L'épopée des Namama Fadiga, l'Africa Sport National, c'est quand même Mariam Koné, 6 fois champion d'Afrique des clubs champions. 6 fois champion d'Afrique. Julienne Akpa, c'était une grande période du sport. Et une collègue. Voici Namama Fadiga qu'on voit. La femme de l'ex-capitaine aussi de l'équipe nationale, Akpa Guy, avec qui j'ai fait le professeur, qui n'est pas là. Et elle est très, en tout cas, elle est très, très, très... Quand je l'ai vue entraîner, j'ai dit, mais tu étais tellement timide que je me demandais si... Alors que moi aussi, j'ai été comme ça. J'ai été timide au départ, mais bon, les timides, ils ont leur façon de manager. De manager, ça marche. Voilà. Donc, il y a eu la fameuse rivalité Africa... Petro Atlético de Luanda. Les Angolais, c'était en matière de handball et puis de basket. On va ouvrir justement la session basket. Basket aussi, on était excellent. Champion d'Afrique en 81 et 84. Deux fois champion d'Afrique. Et le basket me fera penser toujours à mon voisin de quartier au lycée technique, Billet. Alphonse Billet. Alphonse Billet, grand président. Grand président. Aujourd'hui, FIBA Afrique.
il me disait chaque fois, tu vois, c'est les Djadji Clément, Abbas Diop, tout cela. Djadji Clément, c'est le... j'appelle le Pelé du basketball, mais on avait un autre Pelé, c'était le docteur... Alain Ekra ou qui? Non, pas Alain. Alain aussi a été un grand entraîneur. Ensuite, on est au CNO ensemble, d'ailleurs, les vice-présidents de la commission du CNO. Bon, c'est pas bien grave, ça va sans doute nous revenir. Et puis, quand même, notre cher football, il faut qu'on l'évoque. Effectivement, hormis la CAN 84. Dans cette double décennie, il y a eu 84 et puis il y a eu 92. 84, d'abord, ça a été un grand drame national, hein, 84. Qu'est-ce qui s'est passé, dites-moi? Alors, la Côte d'Ivoire organisait la Coupe d'Afrique des Nations par défaut, un petit peu, en 84, pour rattraper le coup. La Côte d'Ivoire engagée, beaucoup d'espoir, et puis on sort au premier tour, à domicile. Ah oui, carrément. À domicile, c'était dur. Léo Martial, ça, vous l'avez vécu comment? L'humiliation. Vous étiez déjà dans le staff 84, non, j'étais coach, mais j'avais déjà le groupe des gars qui allaient venir après, je l'ai pris en 83. Et donc en 84, j'ai été appelé comme au secrétaire. Trouver quelqu'un de confiance pour nous qui va s'occuper de tous les billets de Bouaké comme d'Abidjan. Les billets, surtout des tribunes officielles et tout ça. Et c'est là. Vous savez, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, dans tout Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Et le président, dans mon entourage, il y a un en qui j'ai totale confiance, c'est Yo Martial. Et on m'a appelé et ils appellent mon épouse, ils lui disent, madame, vous pouvez vous passer de monsieur pendant... Elle dit, il y a quoi? Non, on va le confisquer. Et j'étais dans une chambre à l'hôtel Ivoire. Je ne sors pas de la chambre. Et c'est comme ça que vous avez, j'essaie c'est comme ça que vous avez géré vraiment, vous avez vécu Côte d'Ivoire 84. J'ai vécu Côte d'Ivoire 84. On a fini 4 double décennie, on est en 92. Oui, et puis arrive 1992, arrive ceci. Sénégal 92, Aniwaga pour l'union d'Alibosa. Éléphant, discipline, travail, à pied plein Mali, Bonadio. Donc, Anthony, nous sommes champions d'Afrique. La Côte d'Ivoire est la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, on a de la visée. Vraiment, il n'y a plus rien à dire. Il va remettre le trophée à Gagné Félix Jobert. Le trophée Nelson Mandela. Gagné Félix Jobert, c'est un événement historique dans notre pays. Oui. Quel souvenir. Jean-Marc, c'est un moment de folie en Côte d'Ivoire. J'étais tout jeune, je me souviens juste que j'ai eu une migraine terrible tellement j'ai crié. Moi, je me suis perdue. Parce que j'ai suivi la foule et après... Je m'apprêtais à le dire. C'était vraiment ça, hein. Je me suis perdue. J'avais 10 ans ce jour-là et c'était le jour de mon anniversaire. C'était bien le 26 janvier. C'est ça. Voilà. Bravo. Léo Martial, vraiment, parce qu'on va parler avec vous longtemps, sans doute, mais bon, on est obligé de décourter tout ça. Ça a été pour vous... Je regardais l'image. Vous étiez où, là, quand Alain Guamena arrête le pénalty? Je me suis retrouvé sur le terrain. Je me suis retrouvé sur le terrain, mais à genoux, les bras en l'air, en train de remercier Dieu pour ce qu'il venait de faire pour moi. Voilà. Un grand miracle parce que c'était inattendu. C'était inattendu. Mais vous restez avec vous sans poser quand même cette question. René Diby et vous. Est-ce qu'il y avait quelque chose entre vous? On le voyait tous faire des gestes, il lève la main. Il y avait quoi entre vous deux là? Il faut dire, le ministre René, on s'est connus quand il était le président de la FIF. Non, pas le président de la FIF même. Le président de l'équipe du club de football de Dabou. Et il y avait un club Nancy qui devait venir jouer ici avec Zawi. Et c'est comme ça qu'on a pu entremêler. En tout cas, il y a quelque chose. Après, Diby est devenu ensuite le président de la fédération. Je saute jusqu'à être devenu ministre, mais on se connaît depuis ce temps-là. Et c'est pour ça qu'on a... Qu'est-ce qu'il a dit ce jour-là? C'est pour ça qu'on a vu le geste entre nous. Il a dit à mon émission ce midi, et il a dit, lui, il montrait un seul doigt
c'est Dieu. C'est Dieu. Mais c'était pas les gens d'Akradjo, en fait. Non, il montrait Dieu, et comme il le dit, il est assez cartésien, c'est un pharmacien biologiste, et il ne veut pas rentrer dans ces trucs. Mais en fait, il disait que ce qui lui importait, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Alors, on va aller au pas de course sur cette dernière partie, parce qu'il y a eu plein d'événements qui se sont accélérés, enchaînés dans le football ivoirien. Il y a eu cette éclosion de la SEC avec Philippe Troussier, la SEC qui remporte la Coupe en 92, et puis ce grand changement avec les académiciens, et tout ça, on bascule dans cette haute décennie 2000-2020. La décennie 2000-2020, alors... Je propose qu'on regarde tout ça en vidéo. On va repartir, parce que pour en parler, je pense que ce sera compliqué. Ouais. On va repartir le premier mondial de foot, la qualification, la deuxième CAN, l'éclosion de nos deux flèches, Muriel Aouré et Marie-Josée Talou. Et puis on termine avec la médaille d'or olympique. On ne pourra pas évoquer tout, il y a notre relais aux garçons. On regarde ça en vidéo. C'était le 4 septembre, ici à Abidjan. On nous a gagné, on est éliminé. Ce qu'ils ont oublié, c'est la Côte d'Ivoire. Découragement n'est pas ivoirien. Et le pas soudain, ballon fini, penalty à Yaoundé. Les gars, il y a un Dieu pour tous, les gars. Priez, les gars. Les gars. Il dit on prie. La Côte d'Ivoire qui gagne, et c'est à travers le sport, on l'a dit, on ne le redira jamais assez. Ça donne des frissons. Ça donne des frissons. C'est l'union autour d'un destin comme ça qui devient commun. Et Yéo Martial, avant que Jean-Marc ne réagisse, mais c'est quoi cette affaire où chaque fois qu'on gagne, il faut un scénario de malade. Enfin, quelque chose doit arriver à la Côte d'Ivoire. On est dans un scénario... la qualification pour le mondial, déjà en 92, on sait les tirs au but, et puis 2015, là encore un scénario de fou. Les Ivoiriens, finalement, ils sont très solides, ils arrivent à supporter ces moments-là. Moi, je me rappelle que quand on a gagné la Coupe au tir au but, après, moi, on disait chaque fois, oh, il a gagné, c'est au tir au but, c'est au tir au but. Et puis, on arrive au Caire en 2006. On perd au tir au but. Je vois tout le monde triste. Et puis je commence à dire, gagner au tir au but, c'est important. On quitte là-bas. D'accord. Et c'est comme si je disais, j'ai prédit, la prochaine coupe, on va la prendre au tir au but. Et je l'ai dit à une émission, à une interview à Malabo. J'ai dit, j'ai l'intuition qu'on va gagner cette coupe au tir au but face au Ghana. Et c'est un gardien qui va sauver. Encore c'est un gardien qui nous sauve. Voilà. On a parlé de football, mais on a vu aussi ces dames. Oui, Muriel Aouré. Voilà, mais justement, Ruth Bagui, moi, je pense l'avoir pas vue, justement. Je me disais, c'était la grande oubliée. Elle était dedans, d'accord, ok. Donc, Marie-Josée Talou, Muriel Aouré, Ruth Bagui, donc des femmes, quoi, qui participent aussi au rayonnement du sport de notre pays. C'est une grande fierté. Moi, je voulais vraiment qu'on s'arrête là-dessus 2 secondes. Et puis, notre première médaille d'or, Jean-Marc. Olympique, voilà, avec Cheikh Salah Cissé. Et c'est vrai, quand on parle de première médaille d'or, il ne faut pas oublier que notre première médaille des Jeux Olympiques, ça a été Gabriel Thiako, et à son âme. Voilà, donc la Côte d'Ivoire a rayonné au plan sportif. Pendant 60 ans, quand même. 60 ans. On a quand même, on peut dire qu'on est un grand pays de sport, Yéo Martial, pour terminer là-dessus.
Est-ce qu'on a un grand pays de sport, la Côte d'Ivoire? Ah oui, parce que aujourd'hui, vous prenez presque dans tous les domaines, même dans les arts martiaux, vous entendrez parler de la Côte d'Ivoire, au football, qui est le sport roi, on entend parler de la Côte d'Ivoire. Et ce que j'ai dit, personne ne fait attention à ça. La Côte d'Ivoire est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest francophone à avoir gagné la Coupe d'Afrique et l'avoir gagné 2 fois. Ouais, c'est vrai. C'est le seul. C'est vrai. Écoute André, tu sais que la Côte d'Ivoire est considérée comme la plaque tournante du show business africain. Bien évidemment. Ici, la mode, la musique sont très présentes dans notre quotidien et ça depuis toujours. Et pour parler de création, de stylisme et d'élégance, Madame Seri Dorcas, s'il vous plaît, tout naturellement, mais surtout l'immense créateur de mode, Patéo. Oh, mon papa. Notre papa. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Patéo. Lui aussi, dans votre seule personne, et condenser toute l'histoire aussi de la mode ivoirienne. Africaine. J'ai tout un pan de l'Afrique se reconnaît en ce que vous faites. Et nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Et Dorcas, bon, évidemment, j'ai envie de dire spécialiste aussi de mode. C'est vrai, mais à côté du papa Patéo, je ne peux prétendre être spécialiste, mais je me débrouille bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de la mode? De la mode, parce que l'histoire de ce pays, vous le savez, c'est la culture, on a parlé de musique, c'est aussi la mode. Parce qu'on a pendant longtemps eu des dames, des grandes dames, qui ont prêté leur visage et leur plastique justement à la mode internationale. Effectivement, on ne peut pas parler des 60s, c'est-à-dire des années 60, sans évoquer la mode. Donc c'est l'époque même de l'audace féminine et où vraiment certains créateurs, de toute façon on aura le temps de citer, certains créateurs ont osé, ils ont vraiment brisé tous les codes et ils sont devenus aujourd'hui de grands noms par leur audace. Donc, avec la présence de Papa Patéo, on pourra citer éventuellement Emmanuel Ngaro et puis Pierre Cardin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, chez moi, quand j'étais toute petite, mon père, il avait que ses costumes Pierre Cardin. Donc, je vais dire, c'est un nom qui m'a vraiment marqué. On avait un Paco Rabanne aussi, bien entendu, Yves Saint Laurent et... pas mal d'autres. Et sur le plan national, est-ce qu'il y a des noms qu'on pourrait citer? Oui, bien sûr, sur le plan national. Mais surtout en citant des noms comme ça, Paco Rabanne, Saint Laurent, et vous, ici, ça a dû créer un déclic chez vous, un bouillonnement pour vous dire, mais attends, que Paco Rabanne, que machin, et Patéo, quoi, et l'Africain. Est-ce que vous avez eu une idée comme ça? Oui, disons que... la mode en Afrique en général de façon, mais en Côte d'Ivoire en particulier, c'est-à-dire que la mode se résumait à l'époque l'Europe. C'est-à-dire que la mode c'était pas vraiment l'Afrique. C'est-à-dire que la mode c'était l'Europe, mais la personne qui nous a en tout cas notre porte, on va dire salut, c'était Chris Seydou. Je ne sais pas si vous l'avez connu, c'est un nom c'est lui qui a vraiment donné les premières notes. Il vous a ouvert la porte. Il a ouvert la porte. Pour la première fois, quand il est venu ici en Côte d'Ivoire pour sa première collection, et tous les mannequins sont venus de Paris. Bon, il était là-bas. Vous aviez réussi à lui parler ou vous aviez essayé de lui parler? Je sais qu'il y a une anecdote comme ça. Oui, justement, en fait, je voulais à tout prix le voir, mais c'était inaccessible. Alors, Patéo, ce qu'il veut, il doit réussir. Donc, non, mais en ce moment, j'étais pas... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'abord, c'était à l'ivoire, je ne sais pas comment le voir. Donc, après, il a attendu, il est sorti de l'eau, il voulait aller aux toilettes. Vous savez, c'est en bas. Vous savez, à l'ivoire, là. Il est descendu, il est suivi là. Et puis après, il est sorti, il m'a vu. Il ne se connaissait pas, mais lui, moi, je le connais, je le suivais. Je me suis dit, mais comment? Parce qu'il avait habillé la reine Fabiola de l'Hollande, je pense. Et puis, j'ai un Africain qui est arrivé à ça, il faut que je le rencontre. Et puis, bon, il sort, il me voit. Il avait les yeux qui brillaient. Je l'ai salué, et puis j'ai dit, bon, écoutez... Si cette rencontre-là, ça a changé quelque chose? Mais bien sûr, parce que c'est-à-dire il m'a dit 2 mots. Il m'a dit 2 mots. Enfin, il a dit, bon, je passerai chez vous. Donnez-moi votre adresse, je passerai chez vous voir. Et il est passé? Oui, il est venu. Et quand il a touché ce qui se faisait, les 2 mots qui m'ont en tout cas fait
Qui ont créé le déclic. Voilà, qui ont fait changer des choses, c'est qu'il a dit c'est différent. C'est différent. André, donc il a touché la matière. Voilà, il a dit c'est différent. Ensuite, il a dit chez nous, c'est pas la clientèle qui vient à nous, c'est nous qui allons vers la clientèle. Oui. Donc, ça a changé ça a changé complètement parce qu'ici on attendait que les clients viennent toute la journée, tu attends, s'il n'y a pas de clients, tu grattes les... Voilà, Dorcas, sur cette non, mais je histoire. voulais en venir parce que bien sûr, on est d'accord que la mode, elle a éclaté, on va dire, depuis l'Europe, mais tout à fait, on ne peut oublier de parler de Chris Seydou. C'est là où je voulais en venir. Chris Seydou, Tidiane Traoré, qui est décédé en 2017. Oui, qui était le président bien sûr, Papa Patéo, ce sont ces pionniers-là. Tous ces modèles-là aussi, il faut revenir sur elle, tous ces mannequins qui ont il y a eu pas mal de mannequins. la mode ivoirienne. On a eu parce que là aussi, ça a dû être peut-être une de vos problématiques, c'est-à-dire qu'habiller ces femmes-là, alors qu'il y avait déjà une façon de les habiller du côté de l'Europe, et puis elles sont arrivées, ces belles dames Kadiwassa. Oui, il y a celle-là même avec qui... Le premier avec connu, c'est Kimika. Kimika, c'était vraiment celle qui était le premier mannequin ici, et qui avait commencé à Paris, il venait à Abidjan, et c'était vraiment la star. Hein. Ensuite, maintenant, les Amidosso, les Fatou Sawatoko qui a mené. Il y avait Angèle Zaka, celle qui avait porté le vêtement qui vous a fait gagner le ciseau d'or. Le fameux vêtement. Ce grand concours, c'était la première édition d'ailleurs. Ce vêtement-là d'ailleurs, il devient quoi? Déjà, c'était avec un pagne l'oiseau rare. Où est-ce qu'il est là? Et ce pagne est quelque part dans un musée, c'est quoi? Il est... Moi, j'ai envie de porter. Il est à Niwak. Niwak, regardez. Ah, ça, c'est très bien. C'est Niwak, Et est-ce que vous, à un certain moment, vous vous êtes posé vraiment la question de savoir, il faut qu'on fasse de nos pays ou de notre pays ou de notre plateforme une plateforme internationale de mode? C'est quelque chose qui vous a habité un moment ou pas? Oui, mais c'était un combat quand même parce que le problème, c'est que d'abord, les locaux qui sommes nous qui sommes des locaux, on était, disons, noyés par tout ce qui vient de l'extérieur. Parce que l'Africain a toujours voulu penser que pour mieux se vêtir, il faut aller de l'autre côté. Alors nous battions aussi pour les amener à aimer ce que nous faisons. Ouais. Voilà un peu, il y avait ce combat-là qui était... Oui, connu. Mais la mode, c'était pas que les tenues créées par des professionnels du genre, c'était aussi des tendances, Série Dorcas. Oui, c'était des tendances. Là, on va parler de quelques pièces iconiques des années 60. Donc, on est d'accord que tout est parti de la mini-jupe. Tendance, on dit mini-jupe, mais c'est la mini-jupe, les collants. Et on avait aussi le tailleur pantalon avec les épaulettes et tout ça. Ouais. Donc, c'était les motifs à l'époque, c'était les pois et puis les rayures. Et bien, on suivait aussi les badef. Oui, tout à fait. Aussi. Oui, le baby shake. Baby shake. Donc ça s'appelle le top crop, mais à l'époque, on disait les baby shake. Il y a eu une évolution stylistique, vous en parlez, à laquelle vous êtes aussi adapté au fur et à mesure. Oui, bien sûr. Et puis vous savez qu'à l'époque, on n'avait pas les pantalons jeans. Oui. Ah ouais, c'est mon pantalon qu'on connaît en exemple. On l'avait pas en Afrique. Hein. Il n'y a pas longtemps qu'on vend les jeans en Afrique. C'est ça. Alors que nous, les couturiers, on fabriquait les jeans. Donc on faisait les S, des dollars. Dès que vous cousez, vous mettez le S avec point barré. Et puis voilà, c'est ça. Il a rien compris de la créativité. Bon, voilà, c'était pour... C'est après, maintenant qu'on a commencé à vendre les jeans en Côte d'Ivoire. Sinon, à l'époque, il n'y en avait pas. C'est nous, les créateurs, qui avions... commencé à... Mais dans les années 90, l'ère du vintage, on a commencé à changer un tout petit peu. Donc, on passait maintenant aux colliers, les chokers, les tailles hautes, mom jeans, pour revenir à ça. Et puis, bien sûr, à l'époque, on s'identifiait beaucoup aux stars des téléréalités. Donc, il y avait Beverly Hills, il y avait Alerta Malibu, le fameux bikini rouge de Pamela Anderson. En gros... Oui, mais disons que la mode africaine... L'Africaine était toujours élégante, parce que c'était toujours la façon d'attacher le foulard. Oui, ça c'était aussi la grande mode aussi. C'est-à-dire la femme, elle est bien habillée, mais le foulard montait un peu, ajoutait l'élégance aux vêtements. C'était vraiment très... Le foulard a été un peu inspiré du chapeau de la capeline. Voilà. On est d'accord? Donc voilà, et maintenant, je suis dans l'Africaine. Non, mais on aurait tellement parlé
On aurait voulu parler d'autres choses concernant la mode. Hein. On sait qu'il y a une vraie évolution et c'est une évolution qui est continue, Pathéo. Ça se ressent aussi dans vos créations. Et j'aimerais vraiment vous dire qu'on est très, très honorés de vous avoir sur notre plateau, même si c'était pour un tout petit instant. Mais on n'oublie instant, pas de rappeler que, justement, parce qu'on parle d'indépendance, on parle des hommes politiques, vous avez été vraiment, à un certain moment aussi, soutenus, en tout cas accompagnés par des gestes politiques assez forts. Nelson Mandela, Laurent Gbagbo, des gens qui ont, à un certain moment, porté, justement, vos créations. Et tout cela a permis de porter encore haut les couleurs de la mode africaine, de la mode ivoirienne. Elle est évolutive, il faut savoir que... Et on est d'autant plus fiers de savoir qu'avec toute cette notoriété qu'il a ou qu'il a eue, il a toujours voulu rester ici, il a toujours voulu, construire et s'exprimer qu'en Afrique. Oui, vous avez. Il aurait pu d'ailleurs partir. C'est très important. C'est très intéressant que vous évoquiez cet aspect des choses. C'est-à-dire, à un certain moment, vous vous êtes pas dit, écoutez, moi, Pathéo, en Afrique, moi, je connais tous les recoins, quoi, ça suffit. Je vais aux États-Unis parce que je vais m'installer là. C'est là-bas où je vais me faire plus de ventes, des choses comme ça. C'est vrai que vous avez des boutiques un peu partout, mais aller s'installer à l'étranger. Pour vous, ça vous permettrait pas de créer, d'être en contact. Parce qu'en fait, l'Afrique a quelque chose à offrir aussi. Parce que l'Afrique, vous voyez, on peut bouger. Mais en fait, l'Afrique, on voulait aussi que la mode africaine se fasse connaître aussi quelque part. On ne peut pas dire que l'Afrique doit continuer à regarder ce que les autres font. Alors donc, il y avait vraiment un challenge pour nous de rester et de prouver que l'Afrique aussi peut montrer que l'évolution de la mode peut aussi partir de l'Afrique. C'est vrai que c'était pas évident. Vous voyez, par exemple, la dernière fois, et ça vient, la dernière fois, j'ai collaboré avec Dior. Et c'était aussi par rapport à ce que nous faisons. Dior est venu chez nous, ils ont passé presque toute une journée à regarder ce que nous faisons dans notre atelier. Voilà. Non, je voulais vraiment qu'il développe cette collaboration, parce qu'on en a parlé sur les réseaux sociaux longuement, mais qu'il en parle lui-même. Oui, c'est ça. Donc, vous relancez là-dessus. Dior, ils sont sensibles à quoi? C'est votre touche créatrice? C'est les matières sur lesquelles vous travaillez? C'est quoi qui les intéresse? Parce que l'année 2019, Dior devait faire une collection africaine, enfin, tendance africaine, mais avec des motifs dessinés par eux. Donc, quand ils sont venus sur Abidjan, on les a conduits chez moi. Après, ils ont visité Ilivax et tout le reste. Ils sont venus vraiment plus de 12 femmes, y compris la directrice de la maison Dior, Garzia Maria. Ils sont venus et ils ont touché ce que nous faisions. Ils voulaient comprendre, parce qu'il y a une tissu chez moi qu'on appelle le moucheté. C'est fait main. À cause de ça, ils ont tourné, ils ont regardé et ils voulaient que ça fasse partie de leur collection. Mais le problème, c'est que ils ont voulu que ça soit industrialisé. Et quand c'est industrialisé, c'est très beau. C'est pas ce qu'ils demandent. Ils voulaient que ça soit la touche faite main. C'est-à-dire qu'il y a des endroits plus étoffés que d'autres endroits. C'est pas très juste. Quand ils ont fait sortir le tissu à Inowax, c'était trop beau, c'était pas ce qu'ils demandaient. Donc il a fallu qu'ils reviennent sur moi pour que ça fasse main et pour que ce soit comme ils voulaient. Et puis voilà, on a fait sortir la chemise, qui était une chemise qu'on a... Pathéo, on vous a trouvé en train de dire aux gens, oh ben dis, en fait, ça a coupé ça. On vous a retrouvé entre eux. C'est ce qui fait sa particularité. Le créateur africain qui aujourd'hui a une notoriété... Et tout cela, ça participe à nous mettre en valeur et nous en sommes très, très heureux. On va remercier Pathéo. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, merci beaucoup franchement, avec vous, m'avoir invité. Merci. Passer beaucoup de temps à parler de mode. C'est une évidence. Mais... Merci. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir une sélection de pubs. Parce que vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est l'un des premiers pays à balancer la télé, tout ça, dans les années 60. Et puis, on a été tous marqués par des publicités d'une certaine drôlerie. Eh bien, on va les voir tout de suite. Et c'est maintenant. Merci. Hé, encore toi? Chauffard, tu veux me tuer? J'aime pas ça. Tu as gagné une jolie voiture. Eh bien, va boire son essence. Si tu me donnes pas, tu vas gagner à faire. Si tu peux, attrape-la. La margarine, sur les tartines, margarine tartine, margarine bonne mine, margarine tartine, margarine bonne mine.
Ne tuez plus les moustiques avec des claques sur vos joues. Des claques sur vos cuisses. Des claques sur vos bras. Super Timor est là. Super Timor est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Le temps de sentir l'odeur Super Timor, les insectes sont déjà morts. La suite de ce tableau consacré à la culture urbaine de notre pays, c'est avec 3 dignes représentants des meilleures expressions musicales de la jeunesse ivoirienne, le zouglou et le coupé-décalé. Voici pour parler musique Yodé Siro et le Molard. Bonsoir. Bonsoir les amis. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir. Ça va? T'as pas eu des chaises? C'était chaud tout à l'heure. Hein. Comment allez-vous? Bien, ça se voit. Bonne fête de l'indépendance. Merci à vous aussi. Voilà, il faut que je raconte aux gens. En fait, Molard m'appelle, il me dit, mais on dit quoi, c'est comment? On doit s'habiller comment? Coupé décalé quoi. Coupé décalé, eux ils souffrent. Il dit, faut pas que je vais arriver là-bas, je serai plaqué, genre. Mais finalement, il a fini par trouver. Il a fini par trouver. Hein? Tous les enfants, là, vous prenez ça où? Donc, on parle de 60 ans de vie musicale en Côte d'Ivoire. On a eu le temps d'évoquer les premières années, hein, donc avec nos premiers invités. Et là, nous parlons de musique urbaine. C'est vrai que John Jay l'a dit dans son discours quand il parlait. Il a parlé de l'avènement du zouglou. On est en quelle année exactement, même si je sais que tout le monde le sait. Donc 90. 90, le zouglou arrive, donc fait s'exprimer la jeunesse ivoirienne autrement que par des musiques qu'on avait l'habitude d'entendre. Vous êtes où tous les deux déjà? En 90. En 90. Ah non, on était encore au lycée. Hein? Moi, j'étais encore à l'école. Non, moi, je venais même d'avoir mon... J'étais en 6e ou en 5e. Vous étiez au lycée, les amis, mais il y a une chose qu'on dit sur le zouglou, c'est que tout est parti des ambiances faciles, soit dans les écoles, au ASU, des choses, ou même dans les quartiers. Et vous, déjà au lycée, est-ce que vous étiez autour des tam-tams? En fait, nous, depuis le primaire, on avait déjà notre groupe. Ça existait. Parce qu'on avait nos grands frères, les Suchoc, qui étaient déjà dans la chose. D'accord. Et c'était l'un des meilleurs groupes en Côte d'Ivoire. Et... Parce qu'on rappelle que vous venez de Batanicro, ce quartier-là qui a eu beaucoup d'artistes. Alors, le zouglou, et vous, quand vous commencez à vous dire, bon, on va être des chanteurs de zouglou, et la question sociale, parce qu'on sait que le zouglou est lié à un peu de questions politiques, un peu de questions sociales, c'était une évidence pour vous? Ou à un moment on cherche les sujets ou les thématiques. On dit, de toute façon, le zouglou, c'est là pour parler pour les sans-voix. Non, pas. Nous, au départ, on a aimé la chose sans avoir d'objectif. C'est ça. C'était notre objectif, était seulement de chanter, mais on n'avait pas une vision claire de ce qu'on voulait faire. C'est ça. Donc, au départ, les gens nous connaissaient sur... nous, on appelait ça le zouglou comédie. C'est-à-dire, on utilisait des blagues, des histoires drôles. Voilà. C'est comme ça qu'on s'exprimait. Et bon. Après que nous sommes rentrés dans la chose, il fallait faire asseoir la chose comme les grands frères l'ont commencé. Donc, après, il fallait s'engager, avoir une trajectoire. Et c'est ce que nous avons fait. Mais est-ce qu'avant le zouglou, par exemple, on sait que ça arrive en 90, vous aviez déjà des envies de devenir chanteur? Oui. Et vous étiez en train peut-être de vous chercher, et là, c'est arrivé, c'était une en fait, nous, on aimait l'ambiance facile. Ça, c'est depuis le primaire. Quand je t'ai dit, c'est depuis le primaire. Petit Denis, moi, Yodé, c'est la même école, nous tous. C'est depuis le primaire. Pas de Sako, c'est... Mais sur ça, là, parce que dans la suite de ce que... Oui, mais ce si doux visage. Sur ce que dit Connie, quand vous voyez arriver Zougloumania, quand vous voyez arriver Bilé Didier, est-ce que tout de suite, c'est vrai que vous ne voulez pas être chanteur, mais vous commencez à vous dire, il y a quelque chose qui se passe. Parce que là, en fait, je vais vous dire quelque chose. La musique, d'abord, il faut l'aimer. Tu l'aimes et après, ça te transforme. C'est comme ça. Nous, on aimait la musique, on aimait le zouglou, on a aimé toutes sortes de musiques en Côte d'Ivoire. Mais la chance avec le zouglou est utilisé du nord au sud. Il y a le thématé, il y a le zagazougou, il y a le thématé, il y a le bégbé, il y a la kongbo, il y a la loukou, il y a le polier, il y a le poro, tout ça, tout ce qui est tout ce qui est traditionnel. Donc ça, c'est à peu près
c'est la musique de la Côte d'Ivoire qui est réunie au sein du Zouglou. Vous voyez même les moulars, là, quand ils chantent, maintenant, ils tous ils vont Zouglou. C'est vrai, justement, les moulars sont arrivés des années plus tard. Oui. Hein, et c'est vrai que c'était à une période où on se disait, ah, le coupé décalé est arrivé, le Zouglou va mourir. Le coupé décalé est venu, ça a mélangé un peu le Zouglou. Ça a mélangé un peu le Zouglou. Est-ce qu'on peut dire que c'était le pendant, parce que c'est les musiques urbaines, c'est les musiques qui sont nées en ville, tout ça. Est-ce que vous êtes arrivé... Bon, déjà, Mola, parlons-en. Vous, on ne peut même pas vous poser la question de savoir si vous pensez que vous allez être musicien, parce que vous, ce qui vous intéressait, c'était un peu faire... non, si vous pouvez poser la question, parce que... Tu peux poser la question. Non, parce que non, je dis ça à cause de l'histoire même du coupé décalé. Non, mais l'histoire du coupé décalé, tu vois, aujourd'hui, c'est une chance. Je vais t'expliquer simplement. Par exemple, Yodé et Siro, tu vois sur le plateau, nous, on les connaissait bien avant. C'est ça. C'est leur musique qu'on écoutait et c'est sur leur musique qu'on faisait nos shows, tout ça. Mais est-ce que vous vouliez finalement faire comme eux? Non, mais la première chanson, c'est ce que tu aimes. Après, oui, mais quand même, parce que le coupé décalé est arrivé, on a eu l'impression que c'était de l'opportunisme musical. Ça arrive à un moment. Surtout que je vais prendre Siro en porte-parole. Je défends la musique ivoirienne. Le premier titre de Douk Saga qu'on décide de produire, ceux qui sont au studio, on va l'entendre sans doute. Oui, mais ceux qui sont au studio, c'est que des artistes Zouglou. Non mais c'est pour ça que laissez-moi vous poser cette question. Il y avait qui là où elle a raison. Salif est passé. Asalfo. Petit Denis, le jeune était au studio. Soumbil est venu au studio. Ils sont tous venus au studio. Tous ceux qui étaient sur Paris à l'époque. Tito Kata, celui qui a chanté, je crois, dans une... Non, ça c'est bien après. On dit la première chanson. La première chanson, tu sais, déjà à l'époque à Paris, il y a Yodé et Siro, Espoir 2000, Anti Palu, Soumbil, il n'y a que eux qui peuvent aller en France à l'époque. Et donc, nous, en vérité, la musique est dominée par les Congolais. Et quand on te dit, par exemple, que Yodé et Siro vont jouer dans un endroit, et le rang, c'est des boîtes de nuit qui sont comme des usines, c'est 4000 personnes, 3000 personnes, c'est des palais de la culture. Et donc, quand ils doivent venir, il y a le rang. Et nous, c'était une manière de valoriser notre culture face aux Congolais. Et ensuite, les gars, ils sont nos frères, ils font leur mouvement, ils font des pas de danse. C'est eux-mêmes qui ont communiqué en fait sur le coupé décalé. Ils ne savaient pas que ça allait venir diminuer leur gombo après. Le coupé décalé, voilà, pour résumer ce que vous êtes en train de dire, c'est le coupé décalé part d'une envie de valoriser la musique de Côte d'Ivoire avec un style. Dès le début. Bien sûr, d'accord. Je quelque chose. Le coupé décalé est né sur la musique Zouglou, c'est-à-dire elle est née sur la musique de Soumbil qu'on appelle Azignezi. Voilà. C'est ça. C'est sur ça qu'on est. Aujourd'hui, on refait l'histoire de la Côte d'Ivoire, donc on apprend. Nos pas de danse, c'était ça. Après, bon, les gens ont perverti ça comme ils voulaient en disant que couper, c'est pour partir en France. Ça n'a rien à voir. C'était pas le cas. C'était même pas le. C'est-à-dire, non. Est-ce que l'avènement du coupé décalé... Mais comment tu prends la musique de Soumbil sur laquelle tu t'exprimes sur des pas de danse et tu viens... le DJ qui dit dans sa bouche le mot coupé décalé, c'est DJ Jacob et DJ Rams. Et donc, ils disent juste le mot coupé décalé. Et c'est les pas de danse qu'on esquissait qu'ils ont appelé comme ça. Coupé décalé, en fait. Coupé. Et donc, finalement... Les gens ont interprété ça autrement. Mais en même temps, vous savez aussi qu'en 2002, ça fait 18 ans, on ne maîtrise pas la communication, on n'a pas les codes, on ne maîtrise pas tout. Et donc, quand les gens disent quelque chose, tu t'en fous. Parce qu'en fait, tu n'es pas artiste. Tu te dis que vraiment, je ne suis pas vraiment un artiste. Est-ce que... On va rester... Attends, j'avais une question, s'il te plaît. Dis-moi. Non, je vais juste demander à Yodé... En plus, je suis debout. Est-ce que l'avènement du coupé décalé, mais vraiment de façon sincère, n'a pas fait un peu frémir de peur les faiseurs de Zouglou? Est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas posé des questions? Lui-même dans le jeu vidéo, il le gagne. Yodé va dire quoi? Yodé là-dessus, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu. Yodé n'a pas vraiment freiné. Mais comme on dit, pour mieux sauter, il faut reculer. On a vu les enfants... Ils ont reculé. On a vu les enfants commencer à sauter dans les regarder de loin. Mais on est revenu, ils ont vu là. Connie, en posant aussi cette question, parce qu'on l'a dit tout à l'heure avec John Jay et Diabostek qui étaient là, la question des clashs, même entre les musiques,
Pour vous, finalement, c'est quelque chose, je veux dire, ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai. C'est-à-dire qu'entre deux chansons, pas des clashs, je veux dire, entre les chansons police Zouglou, coupé décalé, pour vous, c'est quelque chose de... Non, on va prendre non, parce qu'à l'époque, c'était sérieux, François Bailly. Non, laisse l'époque. Pour vous, aujourd'hui, c'est pas de nous, là. Oui. Nous, clairement, je vais t'expliquer, c'est de la belle embrouille. C'est de l'embrouille gentille. C'est pas... Il n'y a jamais eu... Souvent, ça va loin quand même. Non, pas entre les gens musicaux. Non. Il parle de... Au sein du coupé décalé. Ah, au sein du coupé décalé, on a vu des gens du coupé décalé accuser certains de leur gars pour dire non, toi tu fais du zouglou, comme si c'était infamant. Non, ce que je veux te préciser, le coupé décalé est né sur le zouglou. Tous les artistes coupés décalés que tu vois, ils font une chanson coupé décalé, le reste c'est zouglou. Très bien, donc c'est pour ça que pour rester avec les amis, restons sur ce que je veux te tutoyer. Nous là, on ne fait pas zouglou. Restons sur ce que tu dis. Il faut que là, ça fait des... Nous, on écoute ici. Toi, tu parles trop. Alors... Bon, calme-toi, Moulin. Ce que je suis en train de dire... Non, je ne veux pas. On va vous entendre. On vous entend, on vous écoute. On vous écoute. Direct, là. Bon, laissez Moulin s'exprimer et puis je vais venir. Chez nous, on est calme. Je refuse qu'on dise que le coupé décalé c'est Zouglou. Ce qui fait notre force. C'est quoi le coupé décalé? Non, mais le coupé décalé c'est de la musique d'ambiance. Nous, on n'est pas là pour pleurer dans les funérailles, tout ça. Oui, mais toi, maintenant tu pleures. Donc là, ta chanson que tu chantes maintenant, là, tu pleures. Non, ma chanson est langoureuse. Non, oui, ma chanson est langoureuse. Donc il faut me mettre à elle et Baïs Pinto là. Faut pas confondre la Siké et Gary. Tu sais, c'est qui fatigue dans le coupé décalé? Non. Les enfants ont compliqué le coupé décalé. Et c'est devenu difficile pour les mollahs. Un jour, j'ai vu Moula. J'ai vu Moula. Ça, c'est la même vague que... à la plage. C'est la même vague qui me fait toujours. Non, sérieux. Mais les enfants ont compliqué le truc. Attendez, les amis, c'est important parce que... Non, mais je rigole. Le niveau est Mola et Siro, justement, on va profiter de ce moment-là pour évoquer l'arrivée ou l'importance de quelqu'un comme Arafat. Parce que le coupé décalé que vous avez évoqué tout à l'heure était parti sur des cadences zouglou. Et puis c'est là où Arafat, parce que le ministre Bandama Maurice l'a dit, il va introduire quelque chose de complètement désorganisé. Au fond, c'est une musique. Je vais finir, je te donne la parole. J'ai compris ce que tu voulais. Ah d'accord, donc on y va. On y va. Non mais attendez qu'il explique un peu. Non, il a trop expliqué. Ok, je donne la parole. Arafat, vas-y, explique. Ils sont venus m'attacher. Non, on n'a pas besoin d'attacher. Par exemple, tu vois, le coupé décalé, moi je peux te définir ça en plusieurs tendances. Tu vois, il y a des musiques qui ne nous ébranlent pas. Tu sais, l'avantage du coupé décalé, c'est que dedans, on a beaucoup de disc jockeys. Donc, de base, ils jouent la musique. Et donc, quand ils jouent la musique, ils sont imprégnés de la musique. Tu ne peux pas venir du Nigeria faire de l'afrobeat et puis dire qu'un artiste coupé décalé ne peut pas chanter dessus. On met de la musique congolaise, il va chanter dessus. On met de la musique zouk, il va chanter dessus. On met du zouk, il va chanter dessus. Il ne copie pas. Il fabrique selon ce qu'il y a au moment. Le zouglou, ça reste dans leur ligne et puis tout ça. Et puis on peut pas. Il y a des jeunes, à part Yodé Siro, qui ont modernisé aussi leur genre musical. Je veux dire, c'est des gens qui sont au fait. Je veux... Non, après tu vas répondre dessus. Il y a des gens, quand je dis moderniser, c'est une manière d'expliquer. En fait, je veux le comprendre. Non, tu vas me comprendre après. Ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui arrivent à se transformer. Maintenant, quand tu prends un gars comme Arafat qui vient, qui inspire une génération, quand tu prends Beno, au début de carrière de Beno, quand tu vois son style vestimentaire, tout ça, tu sais qu'il est inspiré de nous. C'est Dévancier, dès le départ. Quand tu viens, Arafat, au début, il fait des musiques un peu « ma chérie, il ne faut pas pleurer », mais tu vois, ou bien, c'était un peu slow, tout ça. Il vient avec un style, il révolutionne complètement le genre et il attire des jeunes encore dans notre mouvement. Mais il faut savoir que nous, quand on est venu, on a été empêchés on nous a empêchés d'être diffusés sur plusieurs médias. Donc on a commencé dans la rue, dans la street. Le coupé décalé, il va faire des films. Ah oui, là. Est-ce qu'il y avait besoin de... Attendez, tu sais, moi, je n'aime pas que les non médias. Attends, il faut qu'il s'explique sur la question. Le coupé décalé, votre première émission télé, tu venais de France, vous êtes allé faire Tempo. Tempo, là, c'est l'émission culturelle la plus suivie. Vous êtes allé faire ça avec vos valises de l'aéroport. Oui. C'est quel média qui t'a Donc vous n'étiez pas censuré après. Donc là, on ne peut pas le dire. Non, mais tu me parles du début.
Quand tu me parles du début, il ne faut pas dire qu'on n'a pas vécu de censure. Je connais quand même mon histoire et l'histoire de notre musique. Nous aussi, nous vivons en Côte d'Ivoire. Tu peux pas venir nous mais quand tu fais un tempo, qu'on te dit que tu es interdit de passer à la Télé 3 parce que vous jetez l'argent, vous avez cassé les meubles de la télé. Restons toujours Ça nous est arrivé. On reste toujours dans la ligne de notre émission. Donc on voit que c'est des musiques qui à un certain moment ont dû aussi susciter des incompréhensions parce que vous parliez tout à l'heure de comment les gens interprétaient le coupé décalé. Et donc sur ça, vous vous dites que cette musique-là, précisément, n'a pas été censurée. Non, une musique, elle commence toujours, elle a des difficultés. Nous-mêmes, dans le Zouglou, quand on a commencé, avant les grands frères qu'on arrivait, vous là, vous chantez quoi? Quittez là. Ouais, mais un peu. Pourquoi tu veux qu'on n'a pas vécu ça? Non, calme-toi, mon frère. Je viens. Calme-toi. Frère, au début, quand nous sommes arrivés, les grands frères nous critiquaient. On est parti casser, on est parti jeter l'insulte dans les maquis là-bas. Vous faites pas du live, vous passez du temps à faire du playback, ce genre de trucs. Mais c'était des critiques qui nous ont formés. Et on a appris à faire du live. Un peu, on a imposé notre musique. Bon, eux, ils ont commencé à faire des combats sur la toile. Oui, mais si Mola s'assoit là pour dire que le coupé décalé ne s'inspire pas du Zouglou, moi je suis vraiment étonné. Parce que le Zouglou est la seule musique qui se chante sur toutes sortes de beats. La preuve, on a quelqu'un qui prend un album Zouglou, tu vas écouter du reggae, tu vas écouter de la salsa, tu vas écouter de la rumba, tu vas écouter tout. En fait, c'est un mélange de tout. On parle d'évolution des musiques. Le coupé décalé à un moment donné. Le seul gars qui a fait le coupé décalé en Côte d'Ivoire, qui faisait le coupé décalé, qui a pris le coupé décalé, puis il s'appelle DJ Arafat, DJ Arafat. Le coupé décalé que lui faisait là, ça n'a rien à voir avec les Moula là. Moula, c'est un zouglouphile. Il veut pas la mais pourquoi tu veux me mettre il veut pas. Non, au-delà, je ne veux pas rentrer. On a compris. Il y a une chose que vous acceptez tous, c'est que... Écoutez, moi je suis un passionné de musique. C'est vrai que cette musique... Moi je suis un passionné de musique. Moi j'écoute Mewe, j'écoute Yodé et Siro. J'écoute tous les Zouglumans parce que ce sont... Je veux dire, attends, dans ma tranche d'âge, c'est les gens que je suis, mais je suis quand même un rappeur aussi. Moi aussi j'ai mis mes bagues aussi, j'ai mis mes pipens pour me promener. On a compris que... On a fait du rap aussi. On va continuer l'émission. On a compris que dans l'histoire de la musique ivoirienne, la musique urbaine a été portée par ces deux gens. Et ces deux gens, on va dire, il y a eu un vase communicant, c'est-à-dire que le Zouglou à ce moment a filé quelques docs, quelques chiailles, comme on dit, au coupé décalé et vice-versa. Leurs arrangeurs ont fait nos musiques. En fait, c'est leurs arrangeurs qui nous ont donné les docs. Siro, c'était pour conclure. Non, il ne faut pas conclure. Nous, on va parce que nous invitons. Vos arrangeurs nous ont donné les docs. Tu nous as invités pour qu'on ne parle pas. L'émission continue. Oui. La musique ivoirienne, au début, était influencée par... Mola, voyez mon habits, mon frère, je suis là, tu viens. Pas t'amuser. Païs Pinto. On a déjà parlé de ça, je te jure. Non, quand on a fini ça, il y a eu l'avènement du Zouglou. C'est ça, voilà. Le Zouglou est venu, le Zouglou a enrichi la musique ivoirienne. Et après, il y a eu le coupé décalé qui est né. Le coupé décalé permet aussi à la musique ivoirienne d'évoluer parce que le coupé décalé est allé là où même nous-mêmes on n'a pas pu arriver. J'empêche Siro comme notre propre. Non, attends. Ils sont allés loin. Mais on a du mal, hein. Mais vers la fin, on va déborder là. Vous avez mal fait de nous amener ici. On a été heureux de constater que tous les faiseurs de coupé décalé étaient plutôt des Zouglous. Mais voilà, c'est ce qu'il veut dire. C'était sa c'est une bonne conclusion. Attendez, c'est ce que Mola ne veut pas entendre. C'est une bonne conclusion. C'est la preuve que la musique ivoirienne, à un certain moment, parle d'une même voix, surtout quand elle est de la musique urbaine. Elle parle d'une même voix. Il y a une autre aussi qui parle de cette voix parce qu'elle a énormément évolué. C'est des musiques rap avec toutes ces influences-là. On va recevoir dans un instant d'autres porteurs de la musique ivoirienne, ce sont des rappeurs. On remercie nos amis qui étaient avec nous. Bonne fête à tous. Bonne fête. Bonne fête, 60 ans. On a pensé un peu de voix. Elle est jeune et douce comme une gazelle. Yoa, laisse-moi te dire que dans le lit, elle est 3 fois plus dangereuse qu'une tigresse. D'ailleurs, si je n'y prenais garde, elle m'aurait déjà enterré. Et le problème, c'est qu'un jeune aurait déjà pris ma place. Tu n'es pas reconnaître notre enfant. Tu n'es qu'un fiefé menteur. C'est tout ça, menteur ou pas, ça va finir aujourd'hui. Vieux, levez-vous, allez chez vous. Sortez d'ici que je ne vous revois plus, sortez. C'est bon. Viens, mais le complet, c'est... Allez mon enfant, il faut plus être les autres des pestiférés. Un mari lâche, une copine sorcière. Sans oublier ce tétard de
incapable de ne rien faire. Ah là 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 là, quel souvenir. Nous sommes encore dans notre spécial indépendance sur Live TV. Terminons cette émission en beauté avec la nouvelle génération de la scène musicale ivoirienne, représentée ce soir par... Attends. Il y en a qui manquent. Il y a un loup. Il y a Elou qui est là, il y a Blaka qui est là, et puis il y a Didi. Il y a deux, non? Deux ou un? Il y a deux loups qui manquent, qui sont ça. Le compte à rebours. Ils sont où? Il y a LG qui est là. Le compte à rebours là. Non, là c'est la fin. Viens. Il va se tenir debout. Comment ça va les garçons? Viens à ma droite ici. Il y a un autre loup même qui n'est pas là. Il est malade. Il est malade. Tout à l'heure, c'était un peu chaud avec le Zouglou versus coupé-décalé. C'était pas le but. C'était vraiment pour parler de l'évolution de la musique ivoirienne et surtout de la musique ivoirienne urbaine. Là, on est dans la nouvelle génération. On est dans le rap ivoire. On est dans le... Voilà. Là, vous représentez cette nouvelle scène-là. Est-ce qu'on peut parler de l'avènement du rap début année 2000 ou même un peu avant avec MC Claver? Alors, un peu avant, c'est vraiment dans les années 90 avec Almighty, Stizo, avec toute une génération, la flotte impériale et toute une génération qui a porté le rap. Et puis, dans les années 2000, il y a eu quand même les Garba 50 qui ont commencé à écrire une autre page. Parce qu'avant, le rap, enfin, on va pas dire que c'était du hardcore, mais ils étaient vraiment dans un rap qui n'était pas très... rap ivoire. Qui était un peu international. Est-ce que vous, justement, pour rester dans la polémique de tout à l'heure, vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un rap ivoirien qu'on appelle rap ivoire? Bien sûr, bien sûr. Ça a commencé avec Gaba 50, parce que avant il y avait des rappeurs, mais bon, on ne peut pas dire qu'ils ne rappaient pas vraiment en Nouchi. Voilà, c'est Gaba 50 qui a envoyé ce concept-là. Est-ce que c'est parce qu'ils ne rappaient pas en Nouchi que ce n'est pas du rap ivoire? Parce que c'est un vrai débat. Il y a certains, quand on rappe, il y a Suspect qui l'a dit récemment, quand on dit Suspect, il ne fait pas du rap, ou il fait des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un truc qui permet de déterminer que c'est du rap ivoire? Moi, ce que je peux dire, c'est que le rap ivoire, il suffit d'être ivoirien pour faire du rap ivoire, en fait. Voilà, parce qu'une fois que tu es ivoirien, si tu commences à rapper, c'est que c'est du rap ivoire en fait. Mais et le rap de l'époque, c'était pas un rap ivoire? C'était du rap de Côte d'Ivoire. C'était pas rap ivoire. C'est ce que je dis, vous êtes tous inspirés de ce rap de l'époque. C'est ce que je dis, eux nous ont inspirés à faire carrière, mais en fait, maintenant l'identité, quand tu dis rap ivoire, c'est que tu rappes en Nouchi en fait. Voilà, en Nouchi et même avec des expressions ivoiriennes. Donc on a les expressions ivoiriennes, Nouchi, etc. Et puis on a quoi d'autre? Qu'est-ce qui permet d'identifier ce rap ivoire? Il y a l'humour. Il y a l'humour et les instruments ont changé aussi. Il y a beaucoup de trap et tout. Il n'y a pas les textes grossiers aussi dedans qui différencient? Dans le rap en général, il y a des textes grossiers. Mais je pense que maintenant, c'est vrai qu'il parle de la musique, donc trap, et aussi même des rythmes inspirés du zouglou, on peut le dire. Du zouglou, de musique traditionnelle. Un peu de coupé-décalé. Un peu de coupé-décalé. Donc le rap ivoire actuellement, c'est plusieurs mélanges. C'est-à-dire qu'on fait du rap, on met un peu de sonorité coupé-décalé de temps en temps. Après, on met même des djembés, des tam-tam, on met plusieurs choses. On a parlé des anciens, on a parlé de MC Claver, je ne sais pas si vous l'avez connu. Bon, moi, j'ai juste entendu MC Claver. Nous, on l'a connu. Stezo, quand même. Stezo, il y avait Priska aussi qui commençait ses débuts. Ouais, Priska aussi, Almighty, Boy Yo-Yo, Montonson. Montonson, c'était quoi même déjà? Ils avaient une chanson en Yakuba. Lago, Crocodile, Sengo, qui font des garçons, Lago, Crocodile, Sengo, qui font des jetons. Donc Gaba, c'est l'un qui fait tout. Et puis Billy aussi, c'est un nom qu'on ne peut pas omettre de citer. Et puis aujourd'hui, là avec vous, il y a qui? Il y a Choukou Jaïné, comment ils s'appellent? Ça, c'est tous les jeunes. C'est pour ça que oui, mais comme on parle de la nouvelle génération, je sais que ce n'est pas la même qui sont là avant. Il y a toute cette petite chose, mais je voudrais très rapidement sur le rap ivoire. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux à être signés dans des majors, à Universal. Il y a Def Jam qui ont signé Suspect, etc. Est-ce que vous pensez que ce rap ivoire-là est capable de s'exprimer hors des frontières ivoiriennes? C'est ça aujourd'hui. Le rap ivoire a été capable de s'exprimer hors des frontières depuis longtemps. C'est déjà même le cas. Comme premier concert à Cotonou. Ça vient, on a rempli le stade. Il y a beaucoup de concerts en Afrique ici, beaucoup de concerts. On a rempli des stades. On a joué à l'Olympia.
Mais les gars, vous êtes en train de partir chacun en solo. En groupe, là, on mange plus assez ou c'est le classique. Moi, chacun dans son solo, on comprend plus. Après, c'est vrai que vous chantez tous bien, mais bon. C'est le futur. Donc le groupe va mourir bientôt, c'est la question. Les Libanais sont pas habitués à ça. On doit tout vous expliquer. Oui, mais franchement, moi, je suis tout de suite. Je veux que tu nous dises maintenant que. Parce qu'on nous a connus en groupe. Un seul pour expliquer, sinon on rajoute que vous en prenez pas. Framponner les sons en groupe, on a la possibilité maintenant de framponner les sons seuls. Après, on a juste peur. Kif Nebu peut avoir une émission à Live TV ici, et puis après, Didi peut avoir son émission quelque part encore. Tu peux nous comprendre parce que nous, on vous a connus en groupe, tu vois, c'est les 5 loups. Et si vous partez en solo, on s'est dit à un moment donné, Kif No Beat va disparaître. Mais en plus, ce qu'on fait, moi ce qui m'étonne, c'est que ce qu'on fait actuellement, ça existe déjà. Parce que dans le groupe Kassav, on a vu Jacob Devarieux, même dans le groupe Black Eyed Peas. Mais ça a tué le groupe. Ça a tué aussi. Et les Migos. C'est eux qui tiennent un peu la route, mais ça les a tués. Non. Est-ce qu'on peut parler d'autres styles? Est-ce qu'on revient à ta question, Connie? Laquelle? Non, mais revenons à ta question. On a sorti un son cette année, il n'y a même pas 2 mois. 2 sons cette année. Revenons à la question. Et tous les solos sortent sur le compte. Qu'on se fasse une liste de ceux qui font aujourd'hui la nouvelle scène musicale ivoirienne. On a parlé de rap ivoire. Est-ce qu'il y a d'autres styles, à part le zouglou, à part le coupé décalé et le rap ivoire? Est-ce qu'il y a d'autres styles qui sont là, qui peuvent être... Non, parce qu'aujourd'hui, que font les Tikutainde, que font les Fior de Biot, c'est ce genre de chansons. Franchement, moi, je ne sais pas, ils n'ont pas encore dit le nom de leur style de musique, mais je pense qu'ils sont tous dans le rap ivoire, en fait. Voilà, mais eux, ils font plus ambiance. Donc, frère, sans... Voilà. Il s'appelle comment l'autre, là? Chinois? Ouais, Chinois et Bemous Carter. Il y a Farafine, comment il s'appelle? Nipa Farafoul. Et il y a Kozak. Il y a Kozak aussi. Eux-mêmes, c'est du rap zouglou carrément. Et puis, il y a un coup de cœur, celui qui chante Baïkoun. Defty. Et puis, voilà quoi, c'est une scène qui est assez riche. Il y a 8 guns. Il y a une armée en fait. Il faut noter que dans cette nouvelle génération, vous êtes vraiment leur... les accompagner dans tous ces groupes-là, vous les produisez et c'est très très bien, vous acceptez que... Et c'est tout ça aussi la musique ivoirienne, comment elle se déploie, comment on fait le passage de témoins. Et c'est une très très belle chose. On accompagne à chaque fois même quand on fait les showcases et tout, on les met en première partie. Je crois que notre concert au Palais, le dernier concert qu'on a fait au Palais, on a invité tout le rap ivoire en première partie. Les garçons, merci vraiment d'être passés. Merde alors. Mais avant que vous ne partiez quand même, vous savez, cette émission, c'était pour fêter, pour commémorer les 60 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et il y a un homme qui était au cœur de ces 60 ans, c'est Félix Houphouët-Boigny, qui a dit dans cette Côte d'Ivoire, il a dit à l'Assemblée nationale en 62, je pense que Elou n'était pas né, dans cette Côte d'Ivoire, où ainsi vivent la conscience de la responsabilité, de génération en génération, ça vous parle, la fierté, veut que chacun de nous laisse à la génération future davantage qu'il n'a reçu. Et nous, on espère que durant ces 60 ans, chacun de nous a pu prendre sa part de ce que la Côte d'Ivoire a pu donc lui léguer. Et je me retourne vers Connie. C'est sur ces paroles responsables que nous allons vous remercier vraiment du fond du cœur de nous avoir suivis. On remercie tous les artistes et tous nos invités qui sont passés sur ce plateau pour cette célébration. Bonne fête! Certainement rendez-vous l'année prochaine, le C'est-Tout, pour célébrer 61 ans d'histoire de notre pays. On vous embrasse très fort. Ne bougez surtout pas. Il y a Seven qui arrive dans quelques instants seulement sur Live TV. Et puis on va terminer en musique dans la joie avec Sanjenis qui est là. Et merci beaucoup.